Eleanor Voss a signé le contrat de mariage par correspondance sur les marches du même palais de justice où elle avait vu son premier mari se faire arrêter. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas pleuré. Le juge lui a demandé si elle était certaine. Elle a dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Elle a plié le papier dans son manteau et marché sous le grésil de janvier et n'a pas jeté un seul regard en arrière vers Philadelphie. Elle en avait fini avec les hommes qui parlaient magnifiquement et agissaient comme des voleurs. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était une terre simple, le silence. Un homme dont le pire défaut était de ne pas assez parler. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à Red Bluff. Près de 60% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés ou n'ont pas cliqué sur j'aime. Si cette histoire vous a déjà touché au cœur, nous vous serions reconnaissants de votre soutien. Cela nous aide à proposer plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires pour les femmes qui savent ce que signifie tout recommencer à zéro, avec pour seule arme leurs propres mains. Indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où l'histoire d'Eleanor est voyagée. Maintenant, commençons. La diligence a heurté une ornière à 2 miles de Red Bluff et la maillette de voyage d'Eleanor s'est ouverte sur le plancher. Des livres de contes se sont éparpillés. Son flacon d'encre s'est brisé contre le repose-pied en fer et de l'encre noire s'est répandue sur le bois usé comme le sang d'une blessure. La femme assise en face d'elle, corpulente avec une fleur sur sa manche, a regardé l'encre, a regardé les livres, a regardé Eleanor et s'est retournée vers la fenêtre sans un mot. Eleanor a ramassé les registres, les a empilés par taille et a pressé son mouchoir contre la tache. Quand elle s'est redressée, ses mains étaient tachées jusqu'à la 2e phalange. Elle avait survécu à des tâches pires. Elle comptait bien survivre à pire que ça. Red Bluff s'est présenté à elle avec un château d'eau et une odeur. Le bétail, le charbon, la fumée, et en dessous de tout ça, la tannerie à l'extrémité sud de la ville. La diligence s'est arrêtée dans une embardée devant un magasin général. Un chien dormait sur le seuil. Eleanor était la dernière passagère à descendre. Elle a posé le pied dans une boue qui a attrapé le talon de sa botte et l'a retenu un vilain instant avant de le lâcher. Personne ne s'est avancé. Elle avait mémorisé la lettre. Caleb Hargrove, 34 ans, éleveur, 3000 acres sur la crête estée. La photographie montrait un homme à côté d'un poteau de clôture, le chapeau bas, une main sur le rail supérieur. Comme si l'appareil photo l'avait interrompu en pleine réparation et qu'il attendait poliment que ce soit fini. La lettre elle-même tenait en 4 phrases. Il avait besoin d'une épouse. Il avait des terres, il ne buvait pas. Il la retrouverait à l'arrêt de la diligence le 15. C'était le 15. Il n'était pas à l'arrêt de la diligence. Une femme est sortie du magasin général avec un panier et s'est arrêtée en voyant Eleanor seule avec ses sacs. Elle l'a regardée de haut en bas. La robe sombre, les jantes tachées d'encre, la mallette de registre posée à côté du sac de voyage comme un second passager. « C'est vous la mariée par correspondance ?» dit-elle. Eleanor a gardé une voix neutre. « Je suis Eleanor Voss. Je suis ici pour rencontrer Caleb Hargrove. » La femme a déplacé son panier. Un homme silencieux. Hargrove ne vient pas beaucoup en ville s'il peut l'éviter. Elle a fait une pause et sa voix est devenue quelque chose qui se voulait gentil mais ne l'était pas. « Vous êtes sûr qu'il savait que c'était aujourd'hui, dit ma petite? » Il a confirmé par retour de courrier il y a 3 semaines. Eh bien, la femme a regardé les mains tachées d'encre d'Eleanor une dernière fois. Bonne chance à vous. Elle a continué son chemin, et Eleanor est restée dans la poussière retombante et a regardé la rue. 14 bâtiments. Au coin, une banque, 2 étages, peinte en blanc. La seule structure de Red Bluff qui semblait avoir été importée d'un endroit avec une plus haute opinion de lui-même. Un homme se tenait sur le pas de la porte de la banque, ne faisant rien, juste debout. Il regardait la rue avec la patience tranquille de quelqu'un qui possédait assez de ce qu'il regardait pour ne pas se presser. Il la regardait, elle, spécifiquement. Elle a soutenu son regard pendant 2 secondes. Il n'a pas détourné les yeux. Il a souri. Un petit sourire, soigné. Le sourire d'un homme habitué à être la personne la plus importante dans chaque pièce où il entrait. Puis il s'est retourné et est rentré. Eleanor a noté le nom au-dessus de la porte. Banque territoriale de Red Bluff. Cornelius Ashby. Elle a noté la façon dont il l'avait regardé,
la façon dont elle avait vu un jour un partenaire commercial de son père regarder une pièce, cataloguant, évaluant, calculant ce qui était utile et ce qui ne l'était pas. Elle y pensait encore quand elle a entendu des bottes sur le trottoir en bois derrière elle. Ni pressée, ni lente. Le pas régulier d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de courir pour quoi que ce soit. Elle s'est retournée, plus grand que la photographie ne le suggérait. Le chapeau était le même, brun foncé, baissé contre l'éblouissement de l'après-midi. Mince et durcie par le travail, la mâchoire serrée comme une décision prise il y a longtemps et jamais reconsidérée depuis. Il s'est arrêté à 4 pieds d'elle et a regardé sa maillette de voyage, puis ses gants tachés, puis brièvement son visage. Mademoiselle Voss. Monsieur Hargrove. Elle l'a regardé fixement. Vous êtes en retard. Une pause. Une roue du chariot avait besoin d'être réparée. Ne vous est-il pas venu à l'esprit d'envoyer un mot? Une autre pause, plus longue que la première. Non. Elle l'a étudié un moment. Il ne détournait pas exactement le regard. Mais il ne la regardait pas non plus. Il regardait l'espace qu'elle occupait, de la même manière qu'un homme regarde un poteau de clôture. Il décidait s'il fallait le déplacer ou non. « Eh bien, dit Eleanor, je suis là maintenant. » Il a pris ses 2 sacs sans demander, s'est retourné et s'est dirigé vers un chariot au bout de la rue. Eleanor a suivi. Elle a remarqué qu'il ne jetait pas un seul regard en arrière. Ni pour vérifier si elle suivait, ni pour lui offrir une main sur les planches inégales. Il allait simplement où il allait et s'attendait à ce que le monde se gère tout seul. Elle laisse monter sur le siège du chariot sans aide. Il n'en a pas offert. Il a vérifié la roue qu'il avait remplacée, le pouce sur le moyeu, une pression sur le rayon, un bref hochement de tête à ce que cela lui disait, et est monté à côté d'elle. Ils ont quitté Red Bluff en silence. « Votre lettre était brève, » dit Eleanor quand la ville fut à un demi-mile derrière eux. Elle disait ce qui devait être dit. Elle disait que vous ne buviez pas. Je ne bois pas. Elle ne disait pas grand-chose d'autre. Il a gardé les yeux sur la route. Je ne pensais pas qu'il y avait grand-chose d'autre que vous deviez savoir avant d'arriver ici. Je suis comptable. Cela l'a fait la regarder. Pas longtemps, une demi-seconde, mais il a regardé. Votre lettre ne le mentionnait pas. Ma lettre disait que j'étais une veuve avec une expérience professionnelle et que j'étais capable de gérer un ranch en activité. J'ai supposé que l'expérience professionnelle couvrait les détails pertinents. Elle a fait une pause. J'ai travaillé sur les comptes d'un cabinet d'avocats pendant 5 ans. Avant cela, j'ai géré les registres bancaires de mon père dès l'âge de 16 ans. Je peux lire un contrat en moins de temps qu'il n'en faut à la plupart des hommes pour trouver leurs lunettes. Elle a regardé la route devant elle. Je le mentionne parce que j'ai l'intention de vous être utile, Monsieur Hargrove. Pas d'être décorative. Quelque chose a bougé dans sa mâchoire. Pas un sourire. Quelque chose de proche et disparu avant qu'elle ne puisse en être certaine. Le ranch n'a pas besoin de décoration, dit-il. Bien. Elle a laissé cela en suspens un moment. Alors, l'homme sur le pas de la porte de la banque, Ashby, il nous regardait quand vous êtes venu me chercher. Les mains de Caleb se sont crispées sur les rênes. Elle a vu ses jointures blanchir puis se détendre. 2 secondes en entière. C'est son habitude. Avec tout le monde ou avec vous en particulier? Une longue pause. Il m'a fait une offre pour le ranch au printemps dernier. Je l'ai refusé. Quel genre d'offre? Le genre où le prix est si bas que c'en est une insulte, et l'homme l'a fait quand même parce qu'il est habitué à ce que les gens disent oui. A-t-il refait l'offre depuis? Il a envoyé une lettre en septembre. Je n'y ai pas répondu. Eleanor a classé cette information et n'a plus rien dit jusqu'à ce que le ranch apparaisse dans la dernière lumière grise de l'après-midi. Une maison basse, solide, construite pour durer plutôt que pour impressionner. Une grange plus grande que la maison. Un corral avec une jument baie arpentant la clôture. Des dépendances. Un abreuvoir. Un jardin en dormance avec les tiges mortes, encore debout et un rangé gelé. Caleb a apporté ses sacs à l'intérieur. Eleanor s'est arrêtée sur le seuil. Un poêle en fonte. Une table, 2 chaises dépareillées, des murs nus, une étagère avec 3 livres, une Bible à la reliure craquelée, un volume sur les restes de bétail et un mince livre sur le droit foncier. Ces pages étaient usées et douces au coin à force d'être lues. Elle avait un jour visité une cellule de prison pour témoigner contre son premier mari. Elle lui avait semblé plus habitée que cet endroit. « La chambre est là. »
Caleb a montré une porte étroite près de la pièce principale. Il s'est frotté la nuque. Je prendrai la grange. Monsieur Hargrove. Il s'est arrêté. Nous nous sommes mariés ce matin par le juge de circuit à Laramie. J'ai signé les papiers avant de monter dans la diligence. Elle a soutenu son regard sans effort. Vous avez construit cette maison. Dormez dedans. Il l'a regardé un moment avec l'expression d'un homme réévaluant rapidement une situation qu'il pensait avoir comprise. Il n'y a qu'un seul lit, dit-il finalement. Alors je prendrai le sol jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de plus pratique. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'un homme dorme dans sa propre grange en novembre, parce qu'il n'a pas trouvé comment parler à sa femme. Elle a gardé sa voix égale, pas méchante, juste précise. Je ne suis pas fragile. Je ne suis pas facilement offensé. Je n'ai aucune illusion romantique sur cet arrangement. Nous avons conclu un accord. J'ai l'intention de l'honorer. Il est resté silencieux assez longtemps pour que la jument dehors frappe 2 fois du sabot. « Caleb, dit-il, elle l'a regardé. Mon nom, si nous... Caleb, c'est bien. Eleanor ou Ellie? Il a hoché la tête brusquement, rapidement. Un homme qui règle quelque chose dans son propre esprit et passe à autre chose. Il est allé au poêle et s'est accroupi pour allumer le feu. Eleanor a défait ses bagages. Quand elle est revenue dans la pièce principale, il y avait des haricots et du pain de maïs sur la table. Il mangeait debout près du poêle. « Asseyez-vous, dit-elle. Vous avez construit la table. » Il s'est assis. Il a mangé avec l'efficacité d'un homme pour qui les repas avaient cessé d'être des occasions sociales depuis longtemps. Eleanor a mangé et a regardé l'étagère. La bulle avait un nom écrit à l'intérieur de la couverture. Elle pouvait le voir d'ici sans ses lunettes. L'encre brune et soignée. Ruth Hargrove, sa mère. Le livre de droit foncier n'avait pas de nom. Celui-là, il l'avait acheté lui-même. « Depuis combien de temps possédez-vous cette terre? » demanda-t-elle. « Je suis né ici. »« Vos parents? » Sa fourchette a ralenti. « Décédés il y a 3 ans. » Une pause. « La fièvre cet été-là. Elle a traversé toute la vallée. Elle a frappé le plus fort ici. Je suis désolé. » Il a hoché la tête une fois et a pris une autre bouchée. Après le souper, il a lavé son assiette, l'a mise dans l'égouttoir et a dit « Je pars à l'aube. Pâturage du Nord. J'aurais préparé le café. Vous n'étiez pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. » Une pause, Nelton. « Le café est dans la boîte en fer sur l'étagère de gauche, la deuxième en partant de la fin. » Il a enfilé son manteau. « Bonne nuit, Eleanor. Bonne nuit, Caleb. » La porte s'est fermée. Ses bottes ont traversé le poche. Elle l'a entendu s'arrêter juste un instant, debout là dans le noir, puis ses pas se sont éloignés vers la grange. Et Eleanor s'est versé une 2e tasse de café et s'est assise avec le volume de droit foncier. Elle l'a ouvert à la page marquée sur les droits miniers, l'a lu, puis l'a relu. Puis elle l'a posé et a regardé la Bible. Elle ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle est restée assise avec elle dans ses mains un moment. Elle était usée comme un livre qui a été porté tous les jours pendant des années. Pas lu, porté. Le cuir doux au coin, la reliure tenant plus par habitude que par collage. Elle a ouvert la première de couverture. Ruth Hargrove. En dessous, Henry Hargrove. Les 2 noms de la même main. Elle a tourné à la fin. Un papier plié était glissé à l'intérieur de la couverture arrière. Elle a su ce que c'était avant de le déplier. Elle en avait manipulé assez. Le poids, la qualité du papier, la façon particulière dont un document bancaire se plie le long de son pli. Banque territoriale de Red Bluff. Il y a 14 mois. Le montant principal d'une encre. Le taux d'intérêt. Elle a tenu la page vers la lampe et a regardé attentivement l'angle de la lumière sur la surface. Le taux d'intérêt était d'une encre légèrement différente. Elle avait séché avec un éclat à peine différent. Même pression de plume, même forme de lettre, mais appliquée à un moment différent. Elle a lu le chiffre. 11%. Elle a replié le document et l'a replacé exactement comme elle l'avait trouvé. Elle a remis la Bible sur l'étagère. Elle est restée longtemps à la fenêtre, regardant la lueur jaune de la grange. 3 ranchs perdus en 2 ans. Un shérif adjoint qui qualifiait la fraude d'affaires privées. Un banquier qui observait les nouveaux arrivants depuis son seuil avec la patience d'un homme qui pouvait se permettre d'attendre. Son premier mari avait agi de la même manière. Le temps qu'elle comprenne ce qu'il faisait, il avait déjà presque tout fait,
Elle avait passé 4 heures dans une salle d'audience à se faire traiter de vengeresse et de calculatrice parce qu'elle avait été celle qui l'avait démasquée. Elle en avait assez d'arriver en retard. Le matin, elle était debout avant le soleil, le feu allumé, le café fait, les lunettes de lecture sur le nez, le livre de droit foncier ouvert. Au moment où la pâle lumière est apparue à la fenêtre, elle avait lu 30 pages. Elle a entendu ses bottes sur le poche et avait une tasse versée et prête avant que la porte ne s'ouvre. Caleb est entré, déjà habillé pour le froid. Il s'est arrêté en sentant l'odeur du café. Il a regardé le poêle. Il a regardé Eleanor assise à la table avec le livre ouvert et ses lunettes. Il a pris la tasse et a bu sans s'asseoir. « C'est le mien », dit-il en regardant le livre. « Je sais, j'ai besoin de vous demander quelque chose. » Elle a enlevé ses lunettes. « Le prêt de la banque d'Ashby il y a 14 mois. Quand vous l'avez signé, quel était le taux d'intérêt? » Caleb a posé lentement la tasse de café. Dehors, la jument a bougé dans le corral. Le feu a crépité une fois dans le poêle. « 8%, dit-il. Sa voix était devenue très neutre. Eleanor l'a regardé directement. Maintenant, il est écrit 11. Il est devenu absolument immobile. Ce papier est dans la Bible de ma mère. Oui, je ne fouinais pas. Je lisais le volume de droit foncier et la Bible était à côté. Le document était visible à l'arrière de la couverture. Elle a gardé une voix égale. J'ai déjà vu ça, Caleb. Exactement cette méthode. Une autre ville, d'autres noms, la même main. Ajouter 3% après la signature. Laisser les intérêts composés courir. Attendre que la dette soit impossible à rembourser. Puis offrir de prendre la terre à un prix réduit plutôt que de poursuivre une collecte légale. Elle a fait une pause. Il l'a fait à d'autres. Roar Delacroix. Les frères Weaver. Caleb s'est dirigé vers la fenêtre. Il se tenait dos à elle et elle a regardé la ligne de ses épaules. La tension particulière d'un homme qui savait que quelque chose n'allait pas et qui n'avait pas su quoi faire de ce savoir. « J'ai parlé au shérif adjoint, » dit-il finalement. Stoke a dit que c'était une affaire privée. Ses épaules se sont tendues. « Comment saviez-vous? » Parce que c'est ce qu'un shérif adjoint dit quand le banquier le paye pour le dire. Elle s'est levée. « Avez-vous encore la lettre d'offre originale qu'Ashby a envoyée avant que vous ne signiez? La lettre qui énonçait les termes? » Il s'est détourné de la fenêtre. Son visage était devenu très immobile. Pas froid, quelque chose sous le froid, quelque chose de plus ancien. « Je la trouverai aujourd'hui. Aujourd'hui. » Il l'a regardé un long moment, le genre de regard qu'un homme porte sur quelque chose qu'il n'attendait pas et qu'il ne savait pas encore nommer. « Pourquoi faites-vous ça? » Eleanor a pris ses lunettes de lecture et les a pliées dans sa poche. « Parce que quelqu'un a modifié un document à l'intérieur de la Bible de votre défunte mère, » dit-elle. « Et je trouve cela intolérable. » Caleb Hargrove l'a regardé pendant 3 secondes entières. Puis il a enfilé ses gants, a pris son café et l'a fini debout. Il a posé la tasse vide sur la table et s'est dirigé vers la porte. « Eleanor. » « Oui. » Il avait la main sur le loquet et le dos tourné vers elle, et il laisse rester comme ça un instant. Un homme choisissant ses mots comme il choisissait ses outils, soigneusement, un par un. « Le café, » dit-il, « il est bon. » Il est sorti dans le froid, la porte s'est fermée, les planches du porche ont supporté son poids, puis l'ont relâché alors qu'il s'éloignait. Et puis il n'y avait plus que le feu et le silence, et le son de 3000 acres de terre gelée attendant que quelqu'un se batte pour elle. Eleanor a ouvert le volume de droit foncier à la page 1 et a recommencé depuis le début. Caleb a trouvé la lettre avant midi. Il est rentré dans la maison sans frapper, ce qui, Eleanor l'avait déjà appris, était simplement sa façon de se mouvoir dans le monde, sans annonce, sans cérémonie. Il a posé une enveloppe pliée sur la table à côté de son livre de comptes ouverts. Il n'a rien dit. Il s'est reculé, a croisé les bras et a attendu. Eleanor l'a prise. Le papier était plus vieux que le document de prêt, les plis adoucis par la manipulation. Elle l'a ouverte et l'a lue 2 fois sans parler. Le taux d'intérêt dans la lettre d'offre originale d'Ashby était écrit en toutes lettres dans une écriture soignée de banquier. 8% par an, composé semestriellement, terme sujet à révision après 36 mois. Elle l'a posé à côté du document de prêt qu'elle avait recopié ce matin-là de mémoire. Chaque mot exact, les chiffres qu'elle avait lus à la lumière de la lampe la veille. 8% dans la lettre d'offre, dit-elle, 11 dans le document signé.
Je sais lire les chiffres, dit Caleb. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose qui était resté dans sa poitrine depuis un moment et qui n'avait pas trouvé de moyen de sortir jusqu'à cet instant. Je sais que vous savez. Eleanor a levé les yeux vers lui. L'avez-vous remarqué quand vous avez signé? Une longue pause. Je l'ai lu. Je pensais l'avoir lu en entier. Il a posé une main à plat sur la table et a regardé les deux documents côte à côte. Le chiffre était, il était écrit de la même manière, à la même position sur la page. J'ai signé 4 documents ce jour-là. Il les avait tous prêts. Sa mâchoire s'est crispée. J'étais à 22 jours d'enterrer mon père, et il les avait tous étalés sur son bureau en rangée comme si de rien n'était. Eleanor est restée silencieuse un moment. Il a choisi son moment délibérément. Je le sais maintenant. Vous le saviez aussi à l'époque. Vous n'aviez simplement aucune preuve à part votre propre chagrin et votre parole contre celle du banquier. Elle a plié les 2 documents ensemble et les a tenus. Combien lui devez-vous actuellement? À 11% composé sur 14 mois. Je l'ai déjà calculé. Elle a tourné le registre vers lui. 412 $ de plus que le montant correct à 8%. L'écart se creuse chaque mois. Au moment de la révision des 36 mois, la différence sera assez grande pour qu'il puisse exiger le remboursement intégral du prêt en vertu de la clause de révision à la page 3 du document signé. Elle a tapoté la page. Il y a une clause lui permettant d'exiger le remboursement intégral dans les 60 jours si l'emprunteur est en retard de paiement. À 11%, vous serez techniquement en retard de paiement au 31e mois. Caleb a regardé les chiffres. Il n'a pas parlé pendant un long moment. 7 mois, dit-il finalement. 7 mois. Il s'est redressé et s'est dirigé vers la fenêtre. Eleanor a regardé son dos. La façon dont ses épaules portaient l'information, le poids spécifique d'un homme calculant ce qu'il avait et ce qu'il risquait de perdre. Les autres hommes, dit-il, Rohr, Delacroix, les Weavers, ils ont tous vendu dans ce délai. Oui, ils ne savaient pas qu'ils avaient un délai. Ils pensaient juste qu'ils n'avaient plus d'argent. C'est comme ça que ça marche, dit Eleanor. On ne dit pas à un homme que sa maison est en feu. On attend qu'il sente la fumée et qu'il vienne vous demander de l'eau. C'est là qu'on fixe le prix de l'eau. Caleb s'est détourné de la fenêtre. Il la regarda avec une expression qu'elle n'avait pas encore vue chez lui. Pas le regard plat et prudent qu'il avait depuis son arrivée. Quelque chose de plus ouvert. Quelque chose qui lui coûtait de montrer. Qu'est-ce qu'on fait? Elle attendait cette question depuis 6 heures ce matin-là. Nous allons en ville, dit-elle, aujourd'hui. Vous devez faire un paiement sur le prêt. Le paiement correct à 8%, calculé au centime près, avec une note écrite indiquant que le paiement est effectué selon les termes originaux énoncés dans la lettre d'offre. Elle a brandi la lettre d'offre. Et Shade ne l'acceptera pas. Il vous dira que le document signé remplace la lettre d'offre. Vous ne discuterez pas avec lui. Vous direz simplement que vous effectuez le paiement comme convenu et que vous avez conservé une copie des termes originaux pour vos dossiers. C'est tout. C'est la première étape. Elle s'est levée et a redressé sa robe. La deuxième étape est de regarder son visage quand il réalisera que quelqu'un dans cette maison sait lire un contrat. Ils sont allés à Red Loft dans le chariot. Eleanor assise droite sur le banc avec sa maillette de registre sur ses genoux. Caleb tenant les rênes avec des mains faciles et la mâchoire serrée de cette manière particulière. Elle commençait à reconnaître non pas la colère, non pas la peur, mais l'expression d'un homme marchant vers quelque chose vers lequel il ne voulait pas marcher parce qu'il le fallait. La banque se trouvait au coin de la rue, exactement comme la veille, la peinture blanche brillante sous la lumière de midi en hiver. La porte était ouverte. Un employé était assis derrière le comptoir, jeune, le cou fin, taché d'encre à la manière de quelqu'un de nouveau dans le métier. Il a levé les yeux quand ils sont entrés, et ses yeux se sont posés d'abord sur Eleanor, comme les yeux de tout le monde se posaient d'abord sur Eleanor. Ce calcul particulier que les gens faisaient en voyant une femme qui ne correspondait pas tout à fait à la catégorie qu'ils avaient déjà construite pour elle. « Monsieur Hargrove », l'employé s'est levé. « Monsieur Ashbest, nous attendrons, » dit Eleanor. L'employé s'est rassis. Ils n'ont pas attendu longtemps. Une porte s'est ouverte au fond de la pièce et Cornelius Ashby en est sorti avec l'aisance tranquille d'un homme qui était toujours exactement là où il voulait être. Il était plus âgé de près qu'il n'y paraissait sur son seuil, la cinquantaine, les cheveux argentés,
bien habillé d'une manière qui n'était ni tape à l'œil ni négligée. Il avait le visage d'un homme qui souriait souvent, mais le pensait rarement, et les yeux d'un homme très doué pour écouter ce que les gens disaient tout en pensant à toute autre chose. Caleb, il a tendu la main. Je ne vous ai pas vu en ville depuis un moment. Ses yeux se sont déplacés vers Eleanor avec une curiosité polie. Et vous devez être la nouvelle Madame Hargrove. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Bienvenue à Redloff. Merci, dit Eleanor. Elle n'a pas tendu la main. Ashab a absorbé cela sans réaction visible et a fait un geste vers la porte du bureau. Entrez, entrez. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Le bureau était tout ce que la maison du ranch n'était pas. Un grand bureau en bois poli, une chaise en cuir derrière et deux chaises droites devant. Une peinture sur le mur. Des montagnes, probablement quelque part dans le Colorado. Probablement cher. Une armoire le long du mur latéral avec ses tiroirs étiquetés en petits caractères nets. HB s'est installé derrière son bureau et a croisé les doigts. Caleb est resté debout plutôt que de s'asseoir, ce qui signifiait qu'Eleanor est restée debout aussi. Elle a posé sa maillette de registre sur le bord du bureau. « Je suis ici pour faire un paiement sur le prêt du ranch, » dit Caleb, contracté il y a 14 mois. Bien sûr, Ashby a fait un signe de tête à l'employé qui les avait suivis et s'était posté près de l'armoire. Principal de 2000 $ si je me souviens bien. 14 mois à 8%, dit Eleanor. Ashby l'a regardé. Le sourire est resté en place. Je crois que vous trouverez que l'accord signé reflète 11%, Madame Hargrove. Je crois que vous trouverez que la lettre d'offre originale reflète 8, dit-elle. Elle a ouvert sa maillette de registre et a placé la lettre d'offre sur son bureau. Elle a placé ses propres calculs à côté. Le paiement d'aujourd'hui couvre 14 mois d'intérêt à 8% composés semestriellement, calculés au centime près, effectués selon les termes originaux convenus. Elle a posé une enveloppe de billets sur les papiers. Vous trouverez une note écrite sur le relevé de paiement indiquant que ce paiement est effectué selon les termes de la lettre d'offre datée. Elle a vérifié ses notes. Du 14 septembre de l'année dernière. Ashby a regardé les papiers sur son bureau. Il a regardé Eleanor. Puis il a regardé Caleb. Et Eleanor a vu quelque chose passer entre les deux hommes. Une renégociation rapide et silencieuse d'une situation qui, jusqu'à 60 secondes auparavant, était très clairement sous le contrôle d'Ashby. Ashby a pris la lettre d'offre. Il l'a lue lentement, bien qu'Eleanor fût certaine qu'il savait exactement ce qu'elle disait. Il l'a posée et a pris ses calculs. Il a passé beaucoup de temps avec ceux-là. « Madame Hargrove », dit-il finalement. Sa voix n'avait pas changé. Son sourire n'avait pas changé. C'était ça, avec les hommes comme lui. Ils ne réagissaient pas sur le moment parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient le temps de leur côté, ou croyaient l'avoir. La lettre d'offre est un document préliminaire. L'accord signé la remplace. Je connais bien les clauses de substitution standard, dit Eleanor. Je connais aussi le principe juridique selon lequel une modification substantielle d'un document financier, faite après la signature sans la connaissance ou le consentement de l'emprunteur, constitue une fraude en vertu de la loi territoriale. Elle a fait une pause. Juste assez longtemps, je suis sûr que vous le connaissez aussi. Le bureau était très silencieux. L'employé près de l'armoire était devenu très immobile. Ashby a posé les papiers. Il a regardé Eleanor avec une nouvelle qualité d'attention. Pas la curiosité polie d'avant. Quelque chose de plus concentré, quelque chose qui prenait sa mesure réelle plutôt que son impression de surface. Vous avez une formation juridique, Madame Hargrove. J'ai une certaine expérience avec les documents qui ont été modifiés après signature, dit-elle. Je détesterais voir un malentendu de cette nature affecter ce qui, j'en suis sûr, a été une relation productive entre votre banque et le ranch Hargrove. Un autre silence. Les doigts d'Ashby sont restés croisés sur son bureau. Puis il a souri à nouveau, le même sourire qu'avant, mais quelque chose avait changé derrière. Une porte qui avait été ouverte était maintenant fermée. Je vais demander à l'employé de traiter votre paiement, dit-il. Sous protêt, vous comprenez? Ma position est que l'accord signé prévaut. Il s'est levé, ce qui était une façon de mettre fin à une conversation sans le dire. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Hargrove. Red Bluff est toujours heureux d'accueillir de nouveaux résidents. Ses yeux se sont déplacés vers Caleb. Caleb, saluez vos voisins de ma part. Caleb n'a rien dit.
Il a pris la mallette de registre d'Eleanor sur le bureau et la lui a tendue, et ils sont sortis par le bureau principal sans se presser. Sur le trottoir en bois, Eleanor a mis ses gants et a expiré lentement. Caleb se tenait à côté d'elle et regardait la rue. Il va revenir à la charge, dit-il. Oui, différemment. Oui, il sera plus prudent maintenant. Il sait que le document de prêt est compromis et il sait que nous avons la lettre d'offre. Et il sait que je peux lire l'écart entre les deux. Elle a regardé la rue, les gens qui se déplaçaient le long du trottoir, l'ordinaire mardi après-midi dans une petite ville qui n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer dans ce bureau. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce que nous avons l'intention de faire à ce sujet. Qu'avons-nous l'intention de faire à ce sujet? J'ai besoin de trouver les autres hommes, Roar, Delacroix, les Weavers, s'ils sont joignables. Elle s'est tournée vers lui. S'il a modifié votre document, il a modifié les leurs. Si nous pouvons trouver ne serait-ce qu'un seul d'entre eux avec une lettre d'offre qui contredit leur accord signé, nous avons un schéma. Un schéma est quelque chose sur lequel le juge territorial peut agir. Caleb est resté silencieux un moment. Roar est déménagé à Laramie. J'ai une adresse quelque part. Il a regardé la banque. Delacroix est toujours dans la vallée, à l'extrémité nord, près du ruisseau. Il n'a pas perdu sa terre. Il a vendu le quartier Est. Il a dit qu'il devait régler la dette. Sa mâchoire s'est crispée. Il a vendu le meilleur quartier qu'il avait. La meilleure terre de pâturage de toute la propriété. A-t-il encore sa lettre d'offre? Je ne sais pas. Alors nous devons lui demander. Elle a pris sa maillette de registre. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous rentrons à la maison et nous écrivons tout ce qui s'est passé dans ce bureau pendant que c'est encore frais. Chaque mot qu'Ashby a dit, chaque mot que nous avons dit, chaque document sur ce bureau et l'ordre dans lequel il les a regardés. Elle a fait une pause. Un bon dossier vaut mieux qu'un bon souvenir. La mémoire change. Un dossier, non. Ils sont rentrés en silence, mais c'était un silence différent de celui de l'allée. Les silences précédents entre eux avaient été vides, comme le sont les choses nouvelles non remplies. Celui-ci avait du poids. C'était le silence de deux personnes qui s'étaient tenues dans la même pièce, avaient fait la même chose et en étaient sorties ensemble. À mi-chemin, Caleb a dit « Où avez-vous appris à faire ça ?» Ce n'était pas tout à fait une question, la façon dont il l'a dit, plutôt une chose qu'il avait retournée dans son esprit et qu'il avait finalement décidé de dire à voix haute. « Dans le bureau de mon père, dit Eleanor, il a eu un partenaire commercial pendant 12 ans, Gerald Marsh, un homme charmant. Tout le monde l'aimait. Il m'apportait des bonbons quand j'étais petite. » Elle a regardé la route. « Quand j'avais 17 ans, j'ai trouvé une anomalie dans les comptes trimestriels. Assez petite pour que mon père l'ait manquée. Assez petite pour que je la manque presque. » Elle a fait une pause. « Il m'a fallu 4 mois pour remonter jusqu'au bout. Le temps que j'ai le tableau complet, Gerald Marsh avait pris 31 000 $ sur 11 ans. » Caleb l'a regardé. « Votre père vous a cru. » Finalement. Le mot est sorti avec une pointe qu'elle n'avait pas voulu. Elle l'a lissé. Il a eu du mal au début. Gerald était son plus vieil ami. Elle a tourné son visage vers les collines au nord, la ligne de crête sombre contre le ciel pâle. C'est la partie la plus difficile de ce genre de vol. De l'extérieur, ça ne ressemble pas à un vol. De l'extérieur, ça ressemble à des affaires. Ça ressemble à la réussite. Le voleur est toujours l'homme le plus agréable de la pièce, et la personne qui le dénonce est toujours celle qui semble déraisonnable. Caleb est resté silencieux un moment. Le chariot avançait sur la piste gelée, les roues craquant sur les ornières durcies. « Votre mari ?» dit-il finalement. « Celui d'avant? Il était du même genre? » « Oui, et personne ne vous a cru non plus à l'époque. Pas avant que j'aie 4 ans de documentation et un tribunal plein de témoins. » Elle a regardé ses mains. À ce moment-là, il avait pris beaucoup d'argent à des gens qui lui faisaient une confiance, et j'étais devenue une femme avec une réputation de faiseuse de troubles. Elle l'a dit sans apitoiement, comme elle disait la plupart des choses, comme un fait à reconnaître et à gérer plutôt qu'à pleurer. C'est pour ça que je suis venu dans l'Ouest, Caleb. Pas parce que je fuyais ma vie, parce que j'avais passé 6 ans dans cette ville à prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé ce qu'ils pensaient de moi. Et j'étais fatigué. Elle a regardé le ranch qui apparaissait devant dans la lumière de fin d'après-midi. Je voulais aller quelque part où je pourrais repartir de zéro. Quelque part où la parole d'une femme pourrait avoir son poids réel, pas le poids que les gens avaient décidé qu'elle valait.
Caleb n'a pas répondu pendant un moment. La jument les a tirés sur la dernière pente et dans la cour, et il a arrêté le chariot. Il a serré le frein et est resté assis un moment avec les rênes dans ses mains avant de les poser. Elle aura du poids ici, dit-il. Il l'a dit aux oreilles du cheval plutôt qu'à son visage. Ce qui, elle l'apprenait déjà, était sa façon de dire les choses qui comptaient le plus pour lui. Tant que je serai là, votre parole aura du poids. Et Eleanor a regardé son profil. La ligne de sa mâchoire, les rides aux coins de ses yeux duisent à des années de plissement des yeux face à la lumière de l'Ouest. Un homme qui choisissait chaque mot avec soin parce qu'il n'en avait pas beaucoup à gaspiller. Merci, dit-elle. Il est descendu du chariot et est allé dételer la jument sans un autre mot. Et Eleanor est restée assise un instant de plus avant de descendre elle-même, sa maillette de registre à la main, composant déjà dans son esprit le compte-rendu qu'elle écrirait avant le souper. Chaque mot, chaque regard, chaque document dans l'ordre où il avait été placé sur ce bureau poli, tandis qu'un homme prudent recalculait exactement l'ampleur des ennuis qui venaient de franchir sa porte. Dans son bureau au coin de la rue principale, Cornelius Ashby était assis seul et regardait l'espace sur son bureau où les papiers d'Eleanor Hargrove avaient été. Il est resté assis sans bouger pendant un long moment. Puis il a ouvert son armoire et sorti un dossier et a commencé à le lire lentement, avec l'attention tranquille d'un homme qui avait survécu à plus d'une complication dans sa carrière et avait l'intention de survivre à celle-ci aussi. Au bout d'un moment, il a appelé son employé. Envoyez un mot au shérif adjoint Stokes, dit-il. Dites-lui que j'ai besoin d'une conversation. Rien de formel, juste une conversation. L'employé est parti. Ashby a croisé les doigts sur son bureau et regardé la peinture sur son mur et a laissé le silence du bureau s'installer autour de lui comme quelque chose qu'il portait. Ruth Mallister est arrivée le lendemain matin, avant qu'Eleanor n'ait fini sa deuxième tasse de café. Elle est venue dans un chariot qui semblait tenir principalement par l'obstination, tiré par une mule avec des opinions bien arrêtées sur son propre rythme. Eleanor l'a entendu de l'intérieur de la maison et était à la porte avant que la femme n'ait complètement serré le frein. Ruth Mallister avait 60 ans et bougeait comme si elle en avait 50. Elle est descendue du banc du chariot d'une main, portant une marmite couverte de l'autre, et parlait avant même que ses bottes ne touchent le sol. « Vous êtes Eleanor, dit-il. Je suis Ruth Mallister. J'habite à 10 miles au nord, après le deuxième passage de ruisseau. Vous ne pouvez pas manquer l'endroit parce que le toit est le seul rouge de la vallée et je l'ai peint de cette couleur exprès pour que les gens puissent me trouver quand ils ont besoin de moi. » Elle est passée devant Eleanor pour entrer dans la maison sans attendre d'être invitée, a posé la marmite sur le poêle et s'est retournée. La nouvelle m'est parvenue ce matin que vous et Caleb êtes allés en ville hier et avez eu une discussion avec Ashby. Je veux tout savoir. Eleanor l'a regardé un moment. Ruth Mallister avait des yeux vifs et une bouche qui semblait avoir dit des choses dures à des gens durs et n'en avait pas perdu le sommeil. Elle était exactement le genre de femme qu'Eleanor avait espéré trouver quelque part dans cette vallée. « Comment la nouvelle vous est-elle parvenue si vite? » demanda Eleanor. « Tom Glay travaille à la livrée à côté de la banque. Il a entendu votre voix à travers le mur. » Ruth a tiré une chaise et s'est assise à la table sans qu'on le lui demande. Tom attendait que quelqu'un s'assoie en face d'Ashby et tienne bon depuis que les frères Weaver sont partis. Il est venu chez moi à l'aube. Elle a croisé les mains sur la table. Maintenant, asseyez-vous et dites-moi ce que vous avez trouvé. Eleanor s'est assise. Elle l'a raconté simplement. La lettre d'offre, le taux d'intérêt modifié, le calcul de ce que cela signifiait dans 7 mois, la conversation dans le bureau d'Ashby. Ruth a écouté sans interrompre, ce qu'Eleanor a apprécié. Elle avait une qualité de calme quand elle écoutait, une attention concentrée qui suggérait qu'elle stockait chaque détail dans un endroit où elle pourrait le retrouver. Quand Eleanor a fini, Ruth est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Il a fait la même chose à mon mari. » Eleanor a posé sa tasse. « Joseph est mort il y a 4 ans. Le cœur a lâché dans le champ nord. » Ruth l'a dit de la manière dont les gens disent des choses qu'ils ont dites de nombreuses fois, pas sans sentiment, mais avec le sentiment porté quelque part sous les mots plutôt que dessus. Avant sa mort, nous avions un prêt à la banque d'Ashby. Un petit. 40 $ pour du nouveau matériel. Joseph s'en occupait. Il l'a remboursé en 2 ans. Chaque paiement à temps. Elle a fait une pause. 6 mois après la mort de Joseph, Ashby est venu à ma porte avec un document disant qu'il restait un soldé de 90 $ plus les intérêts.
Il a dit que Joseph avait pris un deuxième tirage sur le prêt que je ne connaissais pas. Sa mâchoire s'est crispée. Joseph n'a jamais pris de deuxième tirage. Je connaissais chaque dollar qui entrait et sortait de cet endroit. Mais j'étais veuve et Ashby avait un document signé et Stokes m'a dit que c'était une affaire privée. Vous avez payé, dit Eleanor. J'ai payé. J'ai vendu 2 génisses pour le faire. Ses yeux sont devenus plats avec la platitude particulière d'une femme qui a été lésée et a été forcée d'accepter l'injustice parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. J'attends depuis longtemps que quelqu'un entre dans son bureau et prononce le mot fraude à voix haute. J'ai dit le mot. Ruth la regarda fixement. Je sais que vous l'avez fait. Tom l'a entendu à travers le mur. Elle se pencha légèrement en avant. De quoi avez-vous besoin? Eleanor y a réfléchi pendant exactement 2 secondes. J'ai besoin de parler à Henri Delacroix. Il a vendu à Ashib le quartier est de sa propriété l'année dernière pour régler une dette. S'il a encore sa lettre d'offre originale, je peux montrer un schéma d'altération sur plusieurs emprunteurs. Un schéma est quelque chose qu'un juge territorial doit prendre au sérieux. Henri n'est pas facile, dit Ruth. C'est un homme fier. Vendre ce quartier l'a presque brisé. Pas pour l'argent, pour la terre. Son père a défriché cette terre. Il ne veut pas en parler. Je sais, mais si je peux lui montrer qu'il n'a pas perdu cette terre par malchance ou par sa propre mauvaise gestion, qu'elle lui a été prise délibérément par un homme qui a modifié un document légal, je pense que sa fierté pourrait prendre une direction différente du silence. Ruth l'a étudié un long moment. Vous voulez que je vous emmène le voir? Il vous parlera. Ruth est restée silencieuse. Puis elle s'est levée, a soulevé le couvercle de la marmite sur le poêle, a vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur et remis le couvercle. Nous irons cet après-midi, dit-elle. Laissons la matinée se calmer d'abord. Henri est mieux l'après-midi. Elle s'est retournée vers Eleanor. Où est-ce Caleb? Pâturage du Nord. Il part plus tôt depuis... Eleanor s'est arrêtée. Ruth la regarda avec les yeux d'une femme qui avait vu Caleb Hargrove grandir depuis qu'il était un garçon courant pieds nus dans ses champs. Depuis que vous êtes arrivé, a-t-elle terminé, il travaille dur. Il a toujours travaillé dur. Ce n'est pas pour ça qu'il part tôt. Ruth a enfilé son manteau. Cet homme n'a pas eu une autre personne dans cette maison depuis 3 ans. Il ne sait pas quoi faire du fait qu'il rentre maintenant et que quelqu'un est là. Alors il reste dehors plus longtemps parce que rentrer à la maison est différent. Et le différent est plus difficile que le vide, même quand le différent est meilleur. Elle a regardé Eleanor avec une franchise qui n'était pas méchante. Donnez-lui du temps. Il n'est pas lent. Il est prudent. Il y a une différence. Eleanor a regardé la table. Elle a pensé à la façon dont il avait dit « Votre parole aura du poids ». En parlant aux oreilles du cheval, elle a pensé au son de ses bottes sur le porche chaque nuit. La façon dont il s'arrêtait là un moment avant de continuer vers la grange. Cette petite hésitation qu'elle avait commencé à écouter sans le vouloir. « Je sais qu'il y a une différence, dit-elle doucement. Ruth est partie et est revenue à midi comme elle l'avait dit. Caleb était de retour du pâturage nord à ce moment-là, mangeant la table de sa manière efficace, et il a levé les yeux quand Ruth est entrée avec l'expression d'un homme qui avait connu Ruth Mallister toute sa vie et était sincèrement heureux de la voir, tout en étant légèrement résigné à ce qu'elle allait dire. Ruth. Caleb, tu as l'air mince. Elle s'est assise en face de lui. J'emmène ta femme chez Delacroix cet après-midi. Caleb a regardé Eleanor. Je viendrai. Tu ne viendras pas, dit Ruth. Henri parlera à Eleanor parce qu'Eleanor est une femme et une étrangère, et il n'a pas à protéger sa fierté devant elle de la même manière. Il ne te parlera pas parce que vous vous connaissez depuis 20 ans, et il préférerait manger son chapeau plutôt que d'admettre devant toi qu'il n'a pas lu son propre contrat. Elle a pris un morceau de pain de maïs dans l'assiette sur la table sans demander. Reste ici. Répare la clôture sur la ligne A. Elle en a besoin depuis septembre. Caleb a regardé Eleanor. Elle a rencontré son regard et l'a tenu. Et après un moment, il a hoché la tête. Pas joyeusement, mais il a hoché la tête. Il faisait confiance à Ruth. C'était visible dans chaque ligne de son visage. L'aisance spécifique d'un homme en présence de quelqu'un qui avait été fiable pendant très longtemps. « Prends le fusil, dit-il. Caleb Stokes est passé devant le pâturage nord ce matin, lentement, en observant. Il l'a dit platement, sans drame, de la manière dont il disait tout ce qui comptait. Prendre le fusil.
Henri Delacroix était un homme compact aux cheveux noirs de 45 ans, qui est venu à sa porte avec de la boue sur ses bottes et l'expression de quelqu'un qui s'attendait à de mauvaises nouvelles depuis assez longtemps pour les accueillir maintenant avec une reconnaissance lasse plutôt qu'avec surprise. Il a regardé Ruth, il a regardé Eleanor. Il a regardé la maillette de registre dans la main d'Eleanor. Qu'est-ce que c'est, dit-il à Pierre. Pouvons-nous entrer, Henri, dit Ruth. Ce n'était pas tout à fait une question. Sa maison avait 3 pièces et tenait l'ordre particulier d'un homme vivant seul qui était très pointilleux sur l'endroit où les choses allaient. Pas de temps propre qu'à ranger, chaque chose à sa place, rien de décoratif, rien de superflu. Il les a fait asseoir à sa table, a fait du café sans qu'on le lui demande, et s'est assis en face d'eux avec ses mains enroulées autour de sa propre tasse. Eleanor a posé la lettre d'offre des Hargrove sur la table. Elle a placé sa copie du document de prêt, modifié à côté. Elle n'a rien dit pour l'instant. Elle l'a laissé regarder. Il a regardé pendant un long moment. Celle de Caleb, dit-il, il ignore. Oui, 8% dans la lettre, 11 dans le document. Oui, il a posé sa tasse très soigneusement. La mienne disait 6%, dit-il, dans la lettre. Dans la lettre. Sa voix était complètement plate. Je m'en souviens parce que je pensais que c'était généreux. Je pensais qu'Ashby était généreux. Eleanor a sorti de sa maillette de registre une feuille de papier vierge et un stylo. Avez-vous encore votre lettre d'offre? Il s'est levé sans répondre, est allé dans la pièce du fond et a disparu pendant plusieurs minutes. Eleanor et Ruth n'ont pas parlé. Elles l'ont entendu bouger, le son d'une malle qu'on ouvre, de papier qu'on déplace. Quand il est revenu, il tenait une enveloppe. Son visage avait traversé quelque chose pendant qu'il était dans cette pièce du fond. Elle pouvait en voir la preuve dans la ligne de sa bouche, la constance prudente de ses yeux. Il a posé la lettre d'offre sur la table. 6%, exactement comme il l'avait dit. Eleanor l'a examinée et l'a posée à côté de la lettre des Hargrove. Parlez-moi du document signé, dit-elle. 9%. Il s'est rassis. Ses mains étaient à plat sur la table. J'ai cru que j'avais mal lu la première fois que je l'ai remarqué. J'y suis retourné 3 fois, j'ai compté les chiffres. 9%. Il s'est arrêté. J'avais déjà signé. Êtes-vous allé voir Ashby? Je suis allé voir Ashby. Sa mâchoire a bougé. Il m'a dit que je devais avoir mal mémorisé la lettre d'offre. Il a dit qu'il avait envoyé une version corrigée avant la signature et qu'il supposait que je l'avais reçue. Il s'est excusé pour toute confusion. Très calme, très poli. Il a pris son café et l'a reposé sans boire. Je suis allé voir Stokes. Vous savez ce que Stokes a dit? Affaire privée, dit Eleanor. Il la regarda brusquement. Comment savez-vous ça? Parce qu'il a dit la même chose à Caleb. Et je crois qu'il l'a dit aux Weavers. Et je crois qu'il l'a dit à au moins 2 autres hommes dans cette vallée dont je n'ai pas encore trouvé les noms. Elle se pencha légèrement en avant. Henri, ce qu'Ashby a fait à votre terre, le quartier est la terre de votre père? Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas une mauvaise gestion. C'était un vol commis par le biais d'un document légal frauduleux. La dette qui vous a forcé à vendre ce quartier a été fabriquée. Elle a gardé sa voix égale et directe. Aucune douceur qui pourrait être interprétée comme de la pitié, car elle savait que la pitié était la chose que cet homme ne pouvait pas accepter. J'ai besoin de votre lettre d'offre. J'ai besoin d'une déclaration écrite des termes que vous compreniez lorsque vous avez signé et j'ai besoin que vous soyez prêt à la défendre si cela s'avère nécessaire. Henri Delacroix a regardé sa lettre d'offre sur la table pendant un long moment. Eleanor a observé son visage. Elle a observé le moment où il est arrivé à quelque chose. Pas tout à fait une décision, plutôt la reconnaissance qu'une décision avait déjà été prise et qu'il ne faisait que la rattraper. À quoi ressemble le fait de la défendre, dit-il. Ça ressemble à une lettre au bureau foncier territorial de Cheyenne, signée par chaque emprunteur de cette vallée qui a une lettre d'offre contredisant son document signé. Ça ressemble à une plainte formelle pour modification de contrat frauduleuse déposée en vertu de la loi territoriale. Elle a fait une pause. Ça ressemble au fait que Stokes ne sera plus la seule loi à 40 miles à la ronde. Il est resté silencieux. Puis il a dit « Roar est à Laramie. J'ai une adresse. Il le fera. » Il était assez en colère pour mâcher du fer quand il est parti. Il a retourné la lettre d'offre dans ses mains. « Les Weavers sont au Kansas. Je ne sais pas si vous pouvez les joindre à temps. » « À temps pourquoi? » Il l'a regardé.
Ashby a rappelé deux prêtres la semaine dernière, Fenner et Cole, de petites exploitations à l'est de la vallée. Il a dit qu'ils avaient manqué un paiement. Il a posé la lettre. Ils n'avaient pas manqué de paiement. Je connais les deux hommes. Ils sont prudents. Il a regardé Ruth. Il agit plus vite. Le visage de Ruth s'était figé dans une immobilité particulière et concentrée. Parce qu'Eleanor est entrée dans son bureau, dit-elle. Eleanor s'est levée. Elle a pris sa maillette de registre. Puis-je prendre la lettre d'offre? Prenez-la. Il s'est levé. Il était quelques centimètres plus petit que Caleb et bâti différemment. Mais il avait la même qualité d'immobilité physique qu'Eleanor apprenait à associer aux hommes qui avaient travaillé la terre toute leur vie. Un ancrage, une maîtrise de soi. Madame Hargrove, elle l'a regardé. Ce quartier est. Sa voix est tombée à quelque chose qui lui coûtait de dire. Il y a une source dessus, la seule source d'eau fiable sur ma propriété pendant un été sec. Sans elle, il s'est arrêté. Sans elle, je suis à une mauvaise sécheresse de perdre le reste. Et Eleanor a soutenu son regard. Je sais, dit-elle, c'est pour ça qu'il la voulait. Ils sont retournés vers le ranch dans la lumière déclinante de l'après-midi. Ruth conduisait avec la compétence facile de quelqu'un qui avait fait cette route 1000 fois. Et Lelaney avait les deux lettres d'offre dans sa maillette de registre. Elle avait la déclaration signée d'Henri de Lacroix, écrite de sa main précise à sa table de cuisine, chaque mot exact. La date, les termes et la divergence exposés sans émotion et avec une clarté dévastatrice. Il va agir contre les deux autres, dit Eleanor. Fenner et Cole. S'ils rappellent leur prêt avant que nous n'envoyions la plainte à Cheyenne, j'irai voir Fenner et Cole demain, dit Ruth. Je prendrai leurs lettres s'ils les ont. Je leur dirai de tenir bon et de ne rien signer. Elle a fait claquer la langue pour la mule. Vous écrivez la lettre ce soir. Tout. Les 4 emprunteurs, les 4 divergences. Le schéma sur toute la vallée. Je connais un juge de circuit à Cheyenne, Thomas Hale. C'est un homme honnête, ce qui, d'après mon expérience, est plus rare que le beau temps, mais il existe. Elle a fait une pause. Écrivez-lui directement. Pas au bureau du shérif, pas au greffier territorial, à Hale lui-même. Vous lui faites confiance? Je suis convaincu qu'il déteste Cornelius Ashby spécifiquement pour des raisons que je n'évoquerai pas, sauf pour dire qu'elles sont anciennes et personnelles et entièrement du côté de la justice. La bouche de Ruth s'est transformée en quelque chose qui était presque un sourire. Certaines choses jouent en votre faveur. Ils ont franchi la dernière crête et le ranch est apparu en contrebas dans le crépuscule bleu. La lampe était allumée dans la maison. Eleanor pouvait voir le petit carré jaune de la crête, chaud contre l'obscurité froide qui s'installait, et quelque chose dans sa poitrine s'est déplacé vers lui. On y est fait vers lui. Comme elle imaginait une boussole se déplacer vers le nord. Pas un choix exactement, juste une direction qui était simplement vraie. Caleb était à table quand elle est entrée, se nettoyant les mains avec un chiffon. L'odeur de sueur fraîche sur lui, provenant du travail de la clôture. Il a levé les yeux et son regard s'est d'abord posé sur son visage, le lisant de la manière dont elle apprenait qu'il lisait la plupart des choses, rapidement, précisément, sans grande réaction visible à ce qu'il trouvait. Delacroix a sa lettre, dit Eleanor, posant sa maillette sur la table. Offre à 6%, signature à 9%. Il la défendra. Elle a ouvert la mallette. J'écris à un juge de circuit à Cheyenne ce soir. Si Ruth peut atteindre Fenner et Cole avant qu'Ashby ne rappelle ses prêts, nous aurons 4 plaignants. 4, c'est un schéma qu'aucun juge ne peut ignorer. Caleb a posé le chiffon. Il a regardé les lettres d'offre, la déclaration de la main d'Henri. Les rangées nettes des calculs d'Eleanor étalés sur sa table de cuisine. Il les a regardés pendant un long moment. Henri ne m'a jamais dit un mot, dit-il finalement. Pendant tout ce temps, je sais qu'il a perdu cette source. Sa voix était très calme. Je savais quand il l'a vendu. Je savais ce que cela signifiait. Il m'a dit que la dette lui avait échappé, et je l'ai cru parce que Henri est prudent et que c'est quand même arrivé. Et j'ai pensé. Il s'est arrêté. Il a regardé ses mains. Vous avez pensé que si cela arrivait à un homme prudent, cela pourrait vous arriver, dit Eleanor. Alors vous n'avez pas regardé de trop près. Il l'a regardé. Quelque chose a traversé son visage. Pas de l'embarras, quelque chose de plus compliqué que ça. L'expression particulière d'un homme confronté aux manières dont la peur s'était déguisée en acceptation.
Oui, dit-il. Eleanor l'a regardé un moment, puis elle s'est assise à la table, a ouvert son registre à une nouvelle page et a pris sa plume. Alors, assurons-nous que cela n'arrive à aucun de vous deux, dit-elle. J'ai besoin de calme pour écrire. 2 heures, peut-être 3. Caleb s'est levé. Il est allé au poêle, a rempli la cafetière et a posé une tasse à côté de son coude. Il a pris son manteau et son chapeau et est allé à la porte. Eleanor. Elle a levé les yeux. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur le cadre, ne la regardant pas tout à fait, regardant un point juste à côté d'elle. La façon dont il disait les choses qui lui coûtaient le plus. « Je suis content que vous ayez lu cette Bible, » dit-il. Il est sorti dans le noir, et Eleanor a regardé la porte un long moment après qu'elle se soit fermée. Puis elle s'est retournée vers sa page et a commencé à écrire. Elle a écrit pendant 3 heures sans s'arrêter. La lampe a baissé, elle l'a ravivée et a continué. Dehors, elle pouvait entendre le vent se lever du nord, poussant contre la maison, et parfois le son lointain de Caleb dans la grange, les sons réguliers et ordinaires d'un homme vacant à ses occupations du soir. Et elle a écrit avec ces sons autour d'elle comme un cadre autour d'une image, donnant au bord de la nuit une forme qu'ils n'avaient pas eue quand elle était arrivée il y a 4 jours dans la boue de Red Bluff, les mains tachées d'encre et nulle part où aller. Au moment où elle a posé sa plume, elle avait 4 pages de son écriture soignée, chaque fait documenté, chaque divergence enregistrée, chaque nom placé dans sa relation appropriée avec chaque autre nom. Un dossier qui disait clairement et sans colère ce qui avait été fait, à qui et par quelle main. Elle l'a plié, l'a adressé à l'Honorable Thomas Hale, cour de circuit territorial, Cheyenne, territoire du Wyoming, et l'a posé sur l'étagère à côté de la Bible où elle n'oublierait pas de le donner à Ruth le matin. Puis elle s'est assise un moment, les mains sur ses genoux, et a écouté le vent dehors pousser contre les murs de la maison que Caleb Hargrove avait construite, que son père avait construite avant lui. 3000 acres de terre gelée du Wyoming avaient attendu pendant 3 ans de deuil et de silence que quelqu'un se batte à nouveau pour elle. Elle avait l'intention de valoir l'attente. Ruth a pris la lettre à l'aube et n'a pas dit grand-chose à ce sujet, ce qui, Eleanor l'avait déjà appris, signifiait que Ruth considérait l'affaire en main et passait au problème suivant. Elle l'a glissé dans son manteau. A regardé Eleanor avec ses yeux vifs et directs et a dit « 3 jours, peut-être 4. Hale agite vite quand il est motivé et le nom d'Ashby le motivera. Elle est remontée sur son chariot. Verrouillez votre porte la nuit. » Et Eleanor l'a regardé partir et est restée sur le porche un moment dans l'air froid du matin, son café refroidissant dans ses mains, pensant à ce que Ruth n'avait pas dit. Pas si Hale répond. Quand? Pas si Ash riposte. Verrouillez votre porte. Caleb était derrière elle dans l'embrasure de la porte. Elle ne l'avait pas entendu sortir. Elle est bien partie? Ouais. Il s'est tenu à côté d'elle et a regardé la route où le chariot de Ruth était parti. Elle vous a dit d'être prudente? Elle m'a dit de verrouiller la porte. Il a hoché la tête une fois. C'est de la même chose. Il est rentré et Eleanor a suivi, et ils ont pris leur petit déjeuner dans le silence particulier qui s'était développé entre eux au cours des 4 derniers jours. Pas le silence vide du premier matin, mais quelque chose qui avait acquis de la texture. Le silence de 2 personnes qui s'étaient dit assez de choses pour que le calme entre les mots commence à avoir un sens propre. Elle lui avait les assiettes quand il a dit derrière elle « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle a posé l'assiette et s'est retournée. Il se tenait à la table avec son chapeau dans les mains, le tournant par le bord comme elle l'avait vu faire avec des outils quand il réfléchissait à un problème. Lent, méthodique, quelque chose à faire de ses mains pendant que son esprit travaillait. La clause de révision de 36 mois, dit-il, celle que vous avez trouvée. Je dois vous dire, je savais qu'elle était là. Eleanor a attendu. Pas le taux modifié, je ne le savais pas, mais la clause de révision, je l'ai lue. Je savais qu'au 31e mois, il pourrait exiger le montant total si j'étais en retard de paiement. Il a regardé le chapeau dans ses mains. J'ai signé quand même parce que j'avais besoin du capital et qu'il n'y avait pas d'autre banque à moins de St. Miles. Et je me suis dit que je ne serais pas en retard parce que je suivrais les paiements. Il a fait une pause. J'ai suivi tous les paiements. Je n'ai pas manqué un seul mois. Je sais, j'ai vu le relevé de paiement. Puis j'ai entendu parler de Rohr et Delacroix et j'ai commencé à faire le calcul de mes propres paiements.
Quelque chose me semblait bizarre, mais je n'ai pas... Il s'est arrêté et posé le chapeau sur la table. Je ne voulais pas que ce soit bizarre. Est-ce que ça a du sens? Je ne voulais pas y regarder de trop près parce que si je regardais et que c'était ce que je pensais, je devrais faire quelque chose. Et la dernière fois que j'ai essayé de faire quelque chose seul, Stokes m'a dit de m'asseoir et de me taire. Il l'a regardé directement, avec tout le poids honnête de la chose. Alors je me suis assis et je me suis tu pendant 14 mois. Eleanor a séché ses mains sur le chiffon près du bassin. Elle l'a regardé un moment et a choisi ses mots de la même manière qu'il choisissait les siens, soigneusement, un par un. Vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour vous battre seul. Vous aviez des soupçons et aucune preuve, et le shérif adjoint qui travaillait contre vous. Ce n'est pas la même chose que de ne rien faire. Elle a fait une pause. Vous avez aussi fait venir une épouse. Il l'a regardé. Que vous le sachiez ou non, dit-elle, vous avez fait venir quelqu'un pour vous aider. Elle a pris sa maillette de registre sur l'étagère. Alors, ne perdons pas le temps que nous avons déjà perdu. Les ennuis sont arrivés 2 jours plus tard sous la forme du shérif adjoint Warren Stokes et d'un morceau de papier. Eleanor était seule dans la maison. Caleb était dans le pâturage du Nord, à 2 heures de cheval, quand elle a entendu le cheval dans la cour. Elle a regardé par la fenêtre et a reconnu Stokes de leur bref échange devant la banque. C'était un homme grand, anguleux, avec un visage qui s'était installé il y a longtemps dans une expression d'autorité officielle douce qu'il portait comme d'autres hommes portaient un chapeau. Confortable, automatique. Elle a ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Il a semblé légèrement surpris, puis s'est repris. « Madame Hargrove, votre mari est-il à la maison? » « Il travaille. Puis-je vous aider, shérif adjoint? » Il a tendu le papier. Avis de défaut de paiement de prêt émis ce matin par la Banque territoriale de Red Bluff. Caleb Hargrove, propriétaire, est par la présente notifié que son paiement de novembre est considéré comme insuffisant selon les termes de l'accord signé. Son paiement de novembre a été effectué à 8% selon les termes de l'offre originale, et une note à cet effet a été faite dans le registre de paiement de la banque devant 2 témoins. Eleanor a pris le papier de sa main et l'a lu sans se presser. Cet avis cite le taux de 11% du document modifié. Il n'est pas valide. Stokes la regarda avec l'expression patiente d'un homme qui avait déjà livré des papiers à des gens difficiles et s'attendait à en livrer à nouveau. « Madame, l'accord signé. » L'accord signé a été matériellement modifié après exécution sans la connaissance ou le consentement de l'emprunteur. J'ai déposé une plainte formelle documentant la modification auprès de la Cour de circuit territoriale à Cheyenne. Elle a plié le papier. Je vais le garder. Il est utile d'avoir une preuve de harcèlement par écrit. Elle le regarda fixement. Y a-t-il autre chose, shérif adjoint? Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas de la culpabilité. Elle ne pensait pas que Stokes était un homme qui éprouvait de la culpabilité de manière utile. Plutôt une sorte de recalcul. Il était venu ici s'attendant à une femme inquiète seule dans une maison, et il avait trouvé quelque chose qui n'était pas ça. Et la distance entre son attente et la réalité était visible dans la brève immobilité de son visage. Monsieur Ashp est dans son droit légal de... Monsieur Ashp a modifié un document légal, ce qui le place entièrement en dehors de ses droits légaux, et vous le savez. Elle a gardé sa voix égale, pas forte. Les voix fortes étaient pour les gens qui avaient besoin de volume pour compenser la faiblesse de ce qu'ils disaient. Je voudrais aussi que vous sachiez, shérif adjoint Stokes, que la plainte que j'ai déposée auprès du juge Hale inclut une note sur les réponses données aux plaignants précédents dans cette vallée. Roar, Delacroix, Hargrove, tous se sont fait dire que leur préoccupation était une affaire privée. Elle a fait une pause. Un juge territorial s'intéresse particulièrement à un officier de police local qui refuse à plusieurs reprises d'enquêter sur les activités du même homme malgré de multiples victimes. Le mot « victime » a atterri dans l'espace entre eux et y est resté. Stokes l'a regardé un long moment. Son visage avait fait quelque chose. Pas changé exactement, mais s'était déplacé sous la surface. Une structure interne s'ajustant à une nouvelle charge. Je ne fais que livrer des papiers, Madame Hargrove. Je sais que c'est ce que vous faites. Elle a tenu la porte. Bonne journée, shérif adjoint. Il est parti. Elle l'a regardé sortir de la cour, puis elle est rentrée, s'est assise à la table et a pressé ses mains à plat sur le bois jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler.
Elles ont tremblé pendant environ 30 secondes, ce qu'elle a considéré comme raisonnable dans les circonstances. Puis elle a pris sa plume et a commencé à écrire chaque mot de la conversation, pendant qu'elle était encore exacte dans sa mémoire. Elle avait terminé le compte-rendu et l'encre séchait quand elle a entendu le cheval de Caleb dans la cour. Elle l'a entendu déceler à la grange, la séquence familière de sons, la bride, la sangle, le grincement de la porte du box, puis ses bottes sur le porche et la porte s'est ouverte. Il a regardé son visage et s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Que s'est-il passé? Elle lui a tout raconté, mot pour mot, comme elle l'avait écrit. Il est resté debout et a écouté sans interrompre, et son visage a fait cette chose qu'il faisait quand il contenait quelque chose. Absolument immobile à la surface, quelque chose bougeant en dessous, comme de l'eau sous la glace. Quand elle a fini, il a dit « Vous étiez seul. »« Oui, j'aurais dû. » Caleb, elle l'a regardé. « Je m'en suis occupé. » Il a regardé le compte-rendu écrit sur la table. Il l'a regardé. Il a tiré la chaise en face de la sienne et s'est assis. Et pendant un moment, il est resté assis là, les mains sur la table, et elle pouvait voir l'effort spécifique que cela lui coûtait d'accepter ce qu'elle lui disait. Pas qu'elle ait été en danger, mais qu'elle ait été en danger et qu'elle ait été à la hauteur et qu'il n'ait pas été là. Et c'était deux choses différentes qui l'attristaient différemment. « Je sais que vous vous en êtes occupé, dit-il finalement. Sa voix était plus calme que d'habitude. « Ce n'est pas la question. »« Alors, quelle est la question? » Il a regardé ses mains. « La question, c'est qu'il a envoyé Stokes ici quand il savait que j'étais parti. Il connaissait mon horaire de travail parce qu'il connaît ce ranch depuis toute ma vie. Il a choisi son moment. » Il a levé les yeux. « Il n'en a plus seulement après la terre. Il essaie de vous faire peur pour que vous partiez. » Et Eleanor a soutenu son regard. « J'ai déjà eu peur. J'ai survécu à pire qu'un shérif adjoint avec un morceau de papier. » « Je le sais. » Il l'a dit avec une franchise différente de sa qualité habituelle de parler simple. Quelque chose qui était moins de l'information et plus du poids, comme s'il lui tendait quelque chose. « Je le sais mieux qu'il y a 4 jours. » Elle l'a regardé un moment. La lampe était allumée entre eux sur la table, et à sa lumière, elle pouvait voir clairement les lignes de son visage, les années de météo en elle, la ligne particulière de sa mâchoire, les yeux qui ne disaient presque jamais moins que la vérité. Elle a pensé à ce que Ruth lui avait dit. Il ne sait pas quoi faire du fait que quelqu'un est là. Donnez-lui du temps. Il n'est pas lent. Il est prudent. Ruth devrait être au courant pour Stokes, dit-elle. Et Henry. J'irai chez Ruth demain matin. Je viendrai avec vous. Il l'a regardé, pas avec surprise exactement, plutôt avec l'expression d'un homme archivant une nouvelle information sur la forme de sa vie. D'accord, dit-il. Ce soir-là, après le souper, alors qu'Eleanor travaillait à table et que Caleb était assis près du poêle, lisant le volume de droit foncier qu'elle avait laissé ce matin-là, elle avait remarqué qu'il avait déplacé son marque-page et n'avait rien dit à ce sujet. On a frappé à la porte. Caleb a ouvert. Un garçon se tenait sur le porche, 12 ou 13 ans, le chapeau à la main, essoufflé par une course rapide. Eleanor l'a reconnu après un moment comme le jeune fils d'une famille qu'elle avait vu au magasin général son premier jour en ville. « Monsieur Hargrove. » Le garçon a regardé Caleb. « Mon père m'envoie. Il dit de vous dire qu'Ashby a rappelé le prêt de Finner aujourd'hui, montant total en 60 jours, et Cole a reçu une lettre ce matin disant la même chose. » Il a dégluti. « Père dit que Ruth Mallister est passée cet après-midi et lui a parlé. Et il dit que s'il se passe quelque chose, il veut le savoir et il veut t'aider. » Caleb a regardé Eleanor par-dessus la tête du garçon. « Dites à votre père de venir demain, » dit Eleanor en s'avançant. « Le matin s'il peut. Et dites-lui d'amener toute autre personne qui a un prêt en cours avec la banque d'Ashby et qui n'a pas brûlé sa lettre d'offre. » Elle a regardé le garçon. « Pouvez-vous vous souvenir de tout ça? »« Oui, madame. »« Quel est le nom de votre père? »« James Whitfield. Nous sommes la 4e propriété à l'est de la ville, après le bosquet de peupliers. Dites à M. Whitfield que nous lui sommes reconnaissants. » Elle a regardé Caleb. Il est rentré et est revenu avec 2 biscuits enveloppés dans un tissu qu'il a donné au garçon sans cérémonie. Le garçon les a regardés, puis Caleb, et a dit « Merci, monsieur », avec la sincérité particulière d'un enfant affamé, et il est parti dans le noir. Caleb a fermé la porte. Eleanor était déjà retournée à la table et ouvrait son registre à une nouvelle page. « Fenner et Cole, dit-elle en écrivant les noms.
Cela fait 6 emprunteurs maintenant, en comptant Roar à Laramie. Si Whitfield vient demain et en amène d'autres, elle s'est arrêtée, a fait le calcul dans sa tête. Combien de prêts en cours Ashby détient-il dans cette vallée? Caleb a réfléchi. Oui que je connaisse. Il pourrait y en avoir plus. Si même la moitié d'entre eux ont des lettres d'offres qui contredisent leurs documents signés, le schéma est indéniable. Elle a levé les yeux. Il agit vite parce qu'il sait que la plainte est en route pour Cheyenne. Il veut que le plus de prêts possible soient rappelés et réglés avant que Hale ne puisse répondre. Elle a posé sa plume. Ce qui signifie que nous avons la même fenêtre que lui. Le lendemain matin, ils sont allés ensemble chez Ruth. Ruth avait déjà été occupée. Sa table de cuisine contenait 4 ensembles de documents distincts, des lettres d'offres et des relevés de paiement, et ses propres notes d'une écriture serrée et efficace. Henri Delacroix était là quand ils sont arrivés, assis dans la cuisine de Ruth avec une tasse de café et l'expression d'un homme qui avait mal dormi et s'en portait mieux, étant parvenu à quelque chose pendant des heures d'insomnie que l'immobilité des heures de jour n'avait pas permis. De 6 à 9%, dit-il à Eleanor quand elle est entrée, non pas comme un rappel, oh my God, non, mais comme une accusation dirigée vers les airs. J'ai parlé de malchance pendant 1 an, malchance. Il a secoué la tête. Ce n'était pas de la malchance. Non, dit Eleanor, ce n'était pas le cas. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Ruth a étalé ses notes sur la table et ils ont travaillé pendant 3 heures. Eleanor a rédigé la deuxième lettre au juge Hale, complémentaire à la première, ajoutant les situations de Fenner et Cole et l'arrivée de Stokes au ranch. Ruth a composé une lettre au commissaire foncier territorial dans son propre style direct, qui se lisait moins comme une correspondance juridique et plus comme une femme disant à un fonctionnaire exactement ce qu'elle pensait de lui et de son territoire en des termes impossibles à mal comprendre. Eleanor a suggéré une révision. Ruth l'a faite à contre-cœur. Caleb était assis au bout de la table et parlait peu. Ce n'était pas un homme qui contribuait aux conversations. Il n'avait rien de spécifique à ajouter, ce qu'Eleanor avait cessé de prendre pour du désengagement. Elle avait appris à regarder ses mains au lieu d'attendre ses mots. Quand il écoutait simplement, elles étaient immobiles, et quand quelque chose captait toute son attention, elle les bougeait légèrement, se resserrant ou se relâchant. La façon dont les mains d'un homme bougent quand il réfléchit à un problème physique dans son esprit. Ses mains bougeaient maintenant. « Ruth, dit-il finalement, la source sur le quartier est de Delacroix. » Ruth l'a regardé. « Si Ashby en a le titre légal maintenant, peut-il restreindre l'eau? » Le visage de Ruth a changé. Il devrait déposer une demande de droit d'eau distincte. C'est un processus différent du titre foncier. Mais s'il dépose une demande, il la déposera dès que la plainte foncière le ralentira, dit Eleanor, comprenant où il voulait en venir. S'il ne peut pas maintenir les documents de prêt modifiés, il se tournera vers les droits d'eau. Le quartier et d'Henri lui donnent la seule source d'eau dont toutes les fermes de la vallée dépendent pendant un été sec. Il n'a pas besoin de la terre elle-même s'il contrôle l'eau. Elle a regardé Henri. Ashby a-t-il fait des dépôts sur la source depuis la vente? Le visage d'Henri avait pris la couleur de la cendre. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à regarder. Je n'ai pas... Il s'est arrêté. J'ai juste signé les papiers de vente et j'ai essayé de ne pas y penser. Nous devons vérifier les registres fonciers du comté, dit Eleanor. Aujourd'hui, si possible. Le bureau du greffier du comté est à Red Bluff, dit Ruth, à 40 pas de la banque d'Ashby. Un silence s'est installé sur la table. Eleanor a regardé Caleb. Il la regardait déjà. J'irai, dit-elle. Pas seul, dit Caleb. Nous y allons ensemble alors. Ruth a posé ses 2 mains à plat sur la table. Si vous deux entrez dans le bureau du greffier du comté et demandez à voir les dépôts de droits d'eau, Ash le saura dans l'heure. Il sait déjà que nous montons un dossier, dit Eleanor. Le seul avantage que nous lui donnons en étant visible est la petite satisfaction psychologique de nous voir inquiets. Je préférerais ne pas lui donner ça. Elle a regardé Caleb. Nous y allons pour une vérification de titre de routine, vérification de propriété standard, rien qui ne sonne comme ce que c'est. Ils sont allés à Red Bluff cet après-midi-là, côte à côte, Eleanor Fanner avec sa maillette de registre et ses lunettes de lecture dans la poche de son manteau.
Caleb avec le calme tranquille et délibéré d'un homme qui n'allait montrer à personne dans cette ville que quelque chose avait changé. Ils ont attaché le chariot devant le magasin général et ont marché jusqu'au bureau du greffier du comté, qui était une seule pièce derrière le bureau de poste, qui sentait le papier, le kérosène et le renfermé particulier des archives que personne ne touchait très souvent. La greffière était une jeune femme nommée Alice Pratt, ce qu'Eleanor a noté avec une satisfaction tranquille, car une jeune femme qui détenait les archives officielles de tout un comté et était assise à 10 minutes de la banque de Cornelius Ashby était soit une alliée attendant d'être sollicitée, soit une histoire édifiante en devenir. Alice Pratt s'est avérée être la première. Elle a regardé Eleanor quand elles sont entrées. L'a vraiment regardée. L'évaluation spécifique d'une jeune femme rencontrant une autre femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant dans un endroit où les nouvelles femmes étaient rares. Et elle a dit, « Vous êtes celle qui est entrée dans le bureau d'Ashby avec la lettre d'offre. » Eleanor l'a regardée. « Les nouvelles vont vite. Tom Glay parle à tout le monde. » Alice la regarda fixement. « Mon père avait un prêt avec Ashby il y a 3 ans. Il l'a remboursé. » Elle a fait une pause. Ça lui a pris 2 ans de plus que ça n'aurait dû. Eleanor a soutenu son regard. « Avez-vous encore la lettre d'offre? » Alice a atteint sous son bureau et a sorti un dossier qu'elle avait clairement déjà localisé et placé là. « J'attendais que quelqu'un demande, dit-elle. Les registres des droits d'eau se trouvaient dans la 3e armoire, classée par numéro de parcelle. » Alice a sorti la section pertinente, l'a posée sur le comptoir et s'est reculée pour laisser de la place à Eleanor. Eleanor a mis ses lunettes de lecture et a examiné chaque dépôt sur la parcelle du quartier Est de Delacroix remontant à 3 ans. Ashby avait déposé une demande préliminaire de droit d'eau 6 semaines après la vente d'un terrain. Ce n'était pas une demande complète, pas encore. C'était un avis d'intention préliminaire qui, en vertu de la loi territoriale, lui donnait 6 mois pour compléter le dépôt complet. Eleanor a vérifié la date. Les 6 mois expiraient dans 3 semaines. Elle a enlevé ses lunettes de lecture et a regardé Caleb. Il observait son visage. Il l'a lu avec précision et immédiatement, comme il lisait la plupart des choses qui comptaient pour lui. « À quel point est-ce grave, dit-il. S'il complète ce dépôt avant que Hale ne réponde à la plainte, il a un statut légal sur l'eau, peu importe ce qui se passe avec la fraude sur le prêt. » Elle a rangé ses lunettes. 3 semaines. Combien de temps pour que Hale réponde? Ruth a dit 3 à 4 jours pour que la lettre arrive. Encore 2 ou 3 pour qu'il l'agisse. Elle a fait le calcul. C'est serré. Caleb a regardé les registres sur le comptoir. Il a regardé Alice Pratt. « Pouvons-nous obtenir une copie certifiée de ce dépôt? » « Vous pouvez. » Alice se dirigeait déjà vers le registre de copies. « Ça me prendra environ 10 minutes. » Elle a fait 2 copies. Eleanor les a payées avec la petite bourse dans la poche de son manteau. Caleb a mis la main à sa propre poche, elle a secoué légèrement la tête, et il a compris et a remis sa main à son côté sans commentaire. C'était l'une des choses qu'elle avait remarquées chez lui, qu'il comprenait la forme d'une situation sans avoir besoin qu'on la lui explique plus d'une fois. Quand ils sont sortis sur le trottoir avec les copies pliées dans la maillette d'Eleanor, la porte de la banque de l'autre côté de la rue était ouverte. Ashby se tenait à l'intérieur, visible d'où il se trouvait. Il parlait à quelqu'un qu'Eleanor ne pouvait pas voir, mais ses yeux les avaient trouvés sur le trottoir et se reposaient sur eux avec cette même attention patiente et tranquille. Caleb se tenait à côté d'Eleanor sur le trottoir et regardait Ashby de l'autre côté de la rue et ne bougeait pas. Il se tenait les mains le long du corps, le bord de son chapeau droit, et regardait l'homme qui avait modifié un document à l'intérieur de la Bible de sa défunte mère, avec l'attention calme et constante de quelqu'un qui avait décidé d'être patient exactement aussi longtemps que la patience le servait. Ashby a tenu le regard un moment, puis il s'est détourné de sa porte et est rentré. Caleb a dit « Rentrons à la maison. » Ils sont rentrés dans la longue lumière tardive, le genre de lumière qui vient en hiver quand le soleil reste bas toute la journée, devient doré tôt et fait même paraître la terre gelée comme quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Eleanor était assise à côté de Caleb sur le banc et n'a pas parlé pendant un moment, retournant la journée dans son esprit, calculant et recalculant le calendrier. 3 semaines contre 4 jours contre 2 ou 3 de plus, les chiffres qui tenaient 3000 acres en équilibre. Au bout d'un moment, Caleb a dit
Ma mère disait que la partie la plus difficile de tout combat n'était pas le combat. Il a gardé les yeux sur la route. Elle disait que la partie la plus difficile était l'attente avant. Quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire et qu'il ne reste plus qu'à tenir sa position et à espérer que c'était suffisant. Eleanor a regardé la route devant elle. La crête devenait sombre contre le ciel pâle. La ligne des pins noirs au sommet de la montée. Avait-elle généralement raison? Elle avait raison sur la plupart des choses. Une pause. Elle vous aurait apprécié. Eleanor l'a regardé. Il regardait toujours la route, mais la ligne de sa bouche s'était transformée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais quelque chose d'adjacent. L'expression particulière d'un homme disant quelque chose qu'il pensait plus qu'il n'allait le dire à voix haute. « Je pense que je l'aurais apprécié aussi, » dit Eleanor. Ils ont parcouru le dernier mile jusqu'à la maison dans un silence qui contenait cette déclaration, comme une bonne terre retient l'eau. Silencieusement, complètement, sans gaspillage. La réponse du juge Thomas Hale est arrivée le 5e jour, pas le 4e. Ruth l'a apportée elle-même, chevauchant assez vite pour que sa mule soit en sueur quand elle est entrée dans la cour. Elle est descendue du chariot avant qu'il ne s'arrête complètement et a marché rapidement vers le porche où Eleanor était sortie au son des sabots. « Lettre de Hale », dit Ruth en l'attendant. « Elle m'est parvenue parce que c'est l'adresse de retour que je lui ai donnée. Lisez-la. » Eleanor l'a ouverte sur le porche, debout, et l'a lue 2 fois. Caleb est sorti de la grange au son de l'arrivée de Ruth, a traversé la cour et a attendu. Il n'a pas demandé. Il a observé le visage d'Eleanor. Elle a levé les yeux. Il envoie un marshal territorial. Il devrait arriver d'ici 4 jours. Elle a regardé à nouveau la lettre. Il émet également une injonction temporaire contre toute nouvelle action de recouvrement de prêts par la Banque territoriale de Red Bluff en attendant l'enquête. Cela couvre Fenner et Cole. Elle a regardé Ruth. Et il demande le dossier complet sur la demande préliminaire de droit d'eau. Ruth a expiré un souffle qu'elle avait apparemment retenu depuis Cheyenne. Thomas Hale, dit-elle avec la satisfaction d'une femme dont le jugement de caractère avait été confirmé. Il lui a fallu du temps pour être utile, mais quand il bouge, il bouge. Nous avons encore le dépôt des droits d'eau à gérer, dit Eleanor. L'injonction couvre le recouvrement des prêts, mais pas la demande préliminaire. Ashby a encore 2 semaines et demie pour compléter ce dépôt, et l'injonction de Hale n'y touche pas. La satisfaction de Ruth s'est légèrement estompée. Alors nous arrêtons les prêts et perdons l'eau. Pas si nous déposons les premiers, dit Eleanor en regardant Caleb. La loi territoriale sur les droits d'eau permet au propriétaire initial de contester un transfert de droits riverains dans la première année d'une vente de terrain si la vente elle-même est contestée en justice. Elle a brandi la lettre. La plainte pour fraude sur le prêt met la vente du quartier est de Delacroix en contestation légale, car la vente a été faite sous contrainte financière créée par une dette frauduleuse. Si Henry dépose une contestation sur la demande de droit d'eau aujourd'hui, avant que Ashby ne complète le dépôt préliminaire, il obtient un statut légal pour geler le transfert d'eau pendant la durée de l'enquête. Ruth la regarda fixement. « Comment savez-vous ça? » Page 47 du volume de droit foncier sur l'étagère de Caleb. Elle a plié la lettre de Hale dans son manteau. « J'ai eu 2 semaines avec ce livre et pas grand-chose d'autre à lire. » Caleb a fait un bruit. C'était bref et bas, et elle avait appris à l'identifier comme le son qu'il faisait quand quelque chose le frappait comme étant parfaitement juste. Elle ne l'a pas regardé quand il l'a fait, mais elle l'a senti comme on sent la chaleur d'un poêle sans être directement devant. « J'irai voir Henry, » dit Ruth, se retournant déjà vers son chariot. « Dites-lui qu'il doit être au bureau du greffier du comté avant 4 heures, » dit Eleanor. « Alice Pratt sera encore là. Dites-lui de déposer une contestation formelle en vertu de la loi territoriale sur les droits d'eau, section 12, sous-section 4. Dites-lui d'écrire ces mots exacts. » Elle a fait une pause. « Et dites-lui d'apporter la lettre d'offre. » Ruth était sur le chariot. « Autre chose? » « Dites-lui que j'ai dit que le quartier n'est pas encore perdu. » Ruth a quitté la cour à un rythme qui suggérait qu'elle et la mule avaient trouvé un nouvel accord sur ce qui constituait une vitesse adéquate. Et Eleanor est restée sur le porche et l'a regardé partir, puis est restée là un moment de plus, sentant la qualité spécifique de l'immobilité qui venait d'après une longue période de mouvement. Pas du repos exactement, mais le moment juste avant le dernier effort difficile, quand tout ce que vous aviez construit allait soit tenir, soit s'effondrer. Caleb est venu se tenir à côté d'elle.
Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur contre l'air froid. 2 semaines et demie sont devenues aujourd'hui, dit-il. Oui, vous l'aviez vu venir. J'ai vu que c'était possible. Il y a une différence. Elle a regardé la route où Ruth était partie. Henry doit arriver à temps. Alice doit le traiter correctement. Asheb ne doit pas avoir déjà complété le dépôt en avance. Elle a fait une pause. Il y a plusieurs choses qui doivent bien se passer. Elles se passeront bien, dit Caleb. Elle l'a regardé. Il regardait la route avec la même expression qu'il avait eue en regardant Ashba de l'autre côté de la rue. La certitude calme, stable et non démonstrative d'un homme qui avait pris sa décision. Vous ne le savez pas, dit-elle. Non, a-t-il convenu. Mais je sais que vous avez fait tout ce qui pouvait être fait et que le reste n'est plus entre nos mains. Et s'inquiéter de ce qui n'est pas entre vos mains est un gaspillage d'un bon après-midi. Il l'a regardé. Venez voir quelque chose. Elle l'a suivi sur le côté de la grange jusqu'à la parcelle de terrain plat à 50 yards de la maison. Des piquets avaient été enfoncés dans la terre gelée en un rectangle, reliés par une ficelle tendue et brillante dans l'air hivernal. Le rectangle était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, plus grand que la maison actuelle d'une mesure considérable. Elle l'a regardé un moment. Elle a regardé les piquets, le soin avec lequel ils avaient été placés, la ficelle tirée exactement à niveau. Elle a regardé Caleb. « Quand avez-vous fait ça? » dit-elle. « Hier matin, pendant que vous écriviez. » Il se tenait au bord du rectangle jalonné et le regardait comme il regardait les choses qu'il prévoyait de construire. Pratiquement, en mesurant, voyant déjà la forme finie à l'intérieur du contour. Je me suis dit que si nous allions rester ici un moment, la maison devrait être plus grande que quelque chose qu'un homme seul sans attente a construit dans 3 semaines. Eleanor a regardé à nouveau le contour. Elle n'a pas osé parler pendant un moment. Elle a pensé à la nuit où elle s'était assise au palais de justice de Philadelphie et avait signé un contrat de mariage par correspondance avec sa main tachée d'encre, et le grésil de février par la fenêtre du palais de justice, et la qualité spécifique de n'avoir plus rien à perdre qui, ce jour-là, ressemblait moins à la liberté qu'à une chute. Elle a pensé à son arrivée à Red Bluff avec de la boue sur les talons et la photographie d'un étranger dans la poche de son manteau, et la détermination absolue de ne plus se tromper sur une seule chose. « Il y a une pièce sur le côté est, » dit Caleb en montrant. « La lumière du matin vient de cette direction. » Bon pour la lecture. Il ne la regardait pas en disant cela. Il le disait à la ficelle, au piquet et à la terre gelée, à sa manière. « Je me suis dit que vous voudriez ça. » Eleanor a posé sa main sur son bras. Elle l'a senti s'immobiliser. Pas l'immobilité tendue d'un homme qui se protège, mais l'immobilité d'un homme recevant quelque chose qu'il n'était pas certain de voir venir et qu'il ne savait pas encore comment tenir. « C'est bien, dit-elle. » Elle voulait dire la pièce. Elle voulait dire la maison. Elle voulait dire tout ça. Il a couvert sa main de la sienne brièvement, la chaleur rugueuse de sa paume contre ses doigts. Et puis, il s'est avancé pour ajuster l'un des piquets qui n'était pas tout à fait droit, et elle s'est tenue dans le contour des pièces qu'ils allaient construire et a expiré un souffle qui était resté dans sa poitrine depuis Philadelphie. Le Marshal est arrivé le 4e jour, exactement comme Hale l'avait dit. Son nom était Samuel Briggs, et il est arrivé à Red Bluff sur un cheval gris à midi un mardi, avec 2 adjoints et une maillette en cuir de document qu'il portait comme un homme prudent porte quelque chose de précieux. Près de lui et sans attirer l'attention, il n'est pas allé à la banque en premier. Il est allé au bureau du greffier du comté, ce qu'Eleanor ne savait que parce qu'Alice Pratt a envoyé son jeune frère au ranch avec un mot avant la fin de l'après-midi. Le mot disait « Il est là, il est allé aux archives en premier, je lui ai tout montré. » Eleanor l'a lu à voix haute à Caleb et Ruth, qui étaient venus ce matin-là avec Henry Delacroix, James Whitfield, et 2 autres éleveurs dont Eleanor apprenait encore les noms. Ils étaient assis autour de la table de la cuisine, qui n'était plus assez grande et avait été agrandie par l'ajout d'une planche sur 2 tréteaux. Et quand elle a fini de lire le mot, la pièce est restée silencieuse un moment, avec une qualité de silence qui vient quand quelque chose qui a été tenu très serré pendant longtemps commence à se desserrer prudemment. Henry avait les mains à plat sur la table. Il avait à peine parlé de toute la matinée. Quand Eleanor l'a regardé, il a dit « La contestation des droits d'eau, Alice l'a déposée avant 4 heures. » « Alice l'a déposée à 3h42, dit Eleanor. « J'ai sa confirmation écrite. » Il a hoché la tête une fois.
Sa mâchoire a travaillé. Mon père a défriché cette terre en 1847, dit-il. Pas à quelqu'un en particulier, juste à la pièce, à la table, au fait lui-même. Il a enlevé chaque pierre de ce champ et à la main. Il disait que c'était le meilleur quartier qu'il ait jamais retourné. Il s'est arrêté. Je pensais l'avoir perdu parce que j'étais négligent. Toute une année, je pensais ça. Vous n'étiez pas négligent, dit Eleanor. Je le sais maintenant. Il l'a regardé. C'est grâce à vous. Ruth a fait un bruit à côté de lui. Pas dédaigneux, quelque chose de plus chaleureux. C'est grâce à Eleanor et aux compétences en comptabilité de son défunt mari, et au bon sens de Caleb Hargrove d'avoir fait venir une femme qui savait lire un contrat. Elle a regardé Caleb. La meilleure chose que tu aies jamais faite. Caleb a regardé la table. L'arrière de son cou était devenu rouge. Eleanor n'a pas commenté cela. Le Marshal Briggs est venu au ranch ce soir-là, juste avant la tombée de la nuit. C'était un homme compact, aux cheveux gris, avec la manière économique de quelqu'un qui avait fait un travail difficile pendant longtemps et était parvenu à un profond confort en le faisant tranquillement. Il s'est assis à la table et a parcouru le dossier complet d'Eleanor. Chaque document, chaque note, chaque copie, sans se presser et sans parler, sauf pour poser 2 questions précises, auxquelles Eleanor a répondu avec des références de pages spécifiques. Quand il a fini, il a fermé le dossier et a regardé Caleb. Hargrove, vous êtes le plaignant principal. Je le suis. L'altération de votre document est la plus claire. La différence d'encre est visible sans grossissement. Il a fait une pause. Nous aurons besoin de cet original. Je sais. Caleb est allé à l'étagère, a pris la Bible et l'a tenue un moment, son pouce sur la reliure usée. Puis il a ouvert la couverture arrière, a retiré le document de près et l'a remis à Briggs. Il n'a pas regardé le document en le remettant. Il a regardé le feu. Briggs l'a pris avec le même soin qu'il avait pris avec tout le reste. Les autres emprunteurs, Delacroix, Whitfield, les autres, j'aurais aussi besoin de leurs originaux. Demain matin, dit Eleanor, ils peuvent être ici à 9 heures. Bien, il s'est levé, redressant sa maillette. Il a regardé Eleanor avec le respect direct et professionnel d'un homme qui reconnaissait la compétence quand elle entrait dans une pièce et n'avait pas de sentiment particulier sur la forme sous laquelle elle arrivait. C'est un dossier complet, Madame Hargrove. Tout est référencé, tout est copié, tous les documents principaux sont conservés. C'est comme ça qu'on monte un dossier qui tient la route. Je sais comment monter un dossier, dit-elle. Oui, dit-il. Je vois ça. Il est parti. Ruth l'a raccompagné et a prévenu, regardant Eleanor avec une expression qui était à la fois satisfaction et quelque chose de plus ancien et de plus personnel. Gerald Marsh, dit-elle. Eleanor l'a regardé. Vous en avez parlé à Caleb, le partenaire commercial. Ruth s'est assise. Vous montez ce genre de dossier depuis que vous avez 17 ans. J'ai essayé, dit Eleanor. Pas toujours avec succès. Assez avec succès. Ruth s'est levée et a pris son manteau. Je ferai venir les autres à 9 heures. Elle s'est arrêtée à la porte et a regardé Caleb. Tu nourris cette femme correctement. Elle fonctionne au café et à l'arithmétique, et aucun des deux n'est suffisant dans un hiver du Wyoming. Caleb a dit, je la nourris. Ruth les a regardés tous les deux avec les yeux d'une femme qui voyait plus que ce que les gens lui disaient et avait la grâce de ne pas tout dire. Bonne nuit. Après son départ, la maison était calme. Les autres étaient partis plus tôt. La lampe brûlait sur la table entre Eleanor et Caleb, et dehors le vent s'était levé du nord, poussant contre les murs. Le son particulier d'un hiver du Wyoming, rappelant à tout ce qui était à l'intérieur qu'il était toujours là. Caleb s'est levé et a ajouté du bois au poêle. Il l'a fait comme il faisait tout, sans cérémonie, sans gaspillage. Il est revenu, s'est assis et a regardé le dossier fermé sur la table. « Ce n'est pas encore fini, dit-il. »« Non. Briggs interrogera Ashby demain. Ashby aura un avocat dans l'heure qui suivra cet entretien. Il y aura une procédure. » Elle a croisé les mains sur la table. « Mais le dépôt préliminaire des droits d'eau est gelé. Le recouvrement des prêts est suspendu. Le dossier existe, il est dans la mallette de Briggs et il est complet. » Elle a regardé le dossier. Il ne peut plus le faire disparaître maintenant. Caleb est resté silencieux un moment. Que fait Ashby quand il ne peut pas faire disparaître quelque chose? Il négocie.
Elle y avait pensé. Il prétendra que les altérations étaient des erreurs de transcription. Il offrira une restitution sur les surfacturations. Il essaiera de régler discrètement sans conclusion formelle de fraude, car des conclusions formelles de fraude lui coûtent la licence bancaire. Elle a regardé Caleb. S'il règle, Henry récupère la surfacturation, mais probablement pas le quartier. La vente du terrain était une transaction distincte. Ce n'est pas assez. Non, est convenu Eleanor, ça ne l'est pas. C'est pourquoi j'ai écrit une deuxième note dans le dossier. Elle l'a ouvert et a tourné à la dernière page. La vente du terrain a été faite sous contrainte financière créée par une dette frauduleuse. En vertu de la loi territoriale, une vente faite sous contrainte frauduleuse peut être annulée par le tribunal si le propriétaire initial le demande pendant la période de litige actif. Elle a regardé Caleb. Henry a le droit de demander le retour du quartier Est, pas seulement l'argent, la terre. Caleb a regardé la page. Il l'a regardée pendant un long moment. La façon dont il regardait les choses qui comptaient. Hale Estate? Je l'ai mis dans la lettre supplémentaire avec la loi et la section. Elle a fait une pause. Le père d'Alice Pratt a perdu 2 ans de paiement excessif. Les 90 $ de Ruth. Les Weavers au Kansas, si Briggs peut les joindre, ont une réclamation complète. Elle a fermé le dossier. Je veux tout récupérer, pas seulement l'argent, les années, la terre, tout. Chaque morceau qui a été pris doit rentrer à la maison. Il l'a regardé de l'autre côté de la table. La lumière de la lampe était entre eux, et le feu crépitait dans le poêle. Et dehors, le vent pressait son poids froid et insistant contre la maison, qui avait tenu contre lui pendant 3 ans seul et tenait toujours. « Vous êtes venu ici avec un fonds d'urgence, dit-il, au cas où les choses ne marcheraient pas. » Elle l'a regardé. Elle s'était demandé quand il soulèverait cela. « Ruth me l'a dit-il. Pas une accusation, juste ce que c'était. Un homme qui avait connu Ruth Mallister toute sa vie. Et Ruth Mallister qui ne pouvait pas entièrement garder pour elle quelque chose qu'elle pensait que les gens avaient besoin de savoir. « Je suis venu ici sans savoir dans quoi je m'engageais, dit Eleanor. Une lettre de 4 phrases et une photographie. Prudence raisonnable. Oui. Il est resté silencieux un moment. Il est toujours dans la poche de votre manteau. » Elle l'a regardé. Son visage était très immobile et elle connaissait cette immobilité maintenant. Pas de l'inexpression, pas de la distance. L'immobilité d'un homme se rassemblant pour dire quelque chose qui lui coûtait et qu'il allait dire de toute façon. « Je veux que vous le dépensiez pour le toit, dit-il, pour la nouvelle maison, du bon bois. J'avais prévu de le faire par section, mais si nous avons l'argent, nous pouvons le faire correctement du premier coup avant le dégel du printemps. » Il a regardé la table. « C'est votre argent, et je ne le demande pas. Je vous demande de l'utiliser pour cet endroit parce que c'est votre endroit. » Il a fait une pause. « Si vous voulez que ce le soit. » Eleanor est restée immobile un moment. Elle a pensé aux marches du palais de justice en janvier, au grésil qui tombait, au contrat dans sa main, et à la conviction spécifique qu'elle s'éloignait de la dernière chose qu'elle avait su être. Elle a pensé à s'asseoir dans cette cuisine la première nuit, à compter les nœuds dans le bois et à calculer la distance entre d'où elle venait et où elle était arrivée, et à trouver que les chiffres ne s'additionnaient à rien qu'elle puisse nommer. Elle a mis la main dans la poche de son manteau. Elle a posé l'enveloppe sur la table entre eux. « Pas seule, dit-elle. Pas un cadeau, notre argent pour notre toit sur notre maison. » Elle a soutenu son regard. « Est-ce clair? » Il a regardé l'enveloppe. Il l'a regardée. Quelque chose a traversé son visage qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant. La nuit où il avait dit « Votre parole aura du poids. » En regardant les oreilles du cheval, parlant à quelque chose qu'il ne pouvait pas regarder directement parce que c'était trop proche, il a pris l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte. Il l'a tenue dans ses grandes mains marquées de cicatrices et a hoché la tête une fois. Le hochement de tête lent et délibéré qui était différent de tous ses autres hochements de tête. Celui qui venait de quelque part en dessous de sa mâchoire, de quelque part de plus profond et de plus ancien. « Claire, dit-il. » L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard au palais de justice du comté de Laramie, devant le juge Thomas Hale, qui s'est avéré être un homme mince et précis de 60 ans, avec des lunettes et une expression d'impatience professionnelle qu'Eleanor a trouvé immédiatement confortable. Cornelius Ashby était assis de l'autre côté de l'allée,
avec un avocat de Cheyenne et l'expression polie et prudente d'un homme qui avait survécu à des complications auparavant et s'attendait à survivre à celle-ci. Il n'a pas survécu à celle-ci. Eleanor a témoigné pendant 2 heures. Elle a apporté le dossier complet, chaque document, chaque calcul, chaque copie, et elle l'a présenté comme son père lui avait appris à présenter les comptes, clairement et en séquence, chaque fait étayé par sa source principale, chaque divergence documentée d'au moins 2 manières indépendantes. Elle a répondu aux questions de l'avocate adverse sans hésitation et sans émotion, de la manière dont elle répondait à tout, avec précision plutôt qu'avec passion, ce qui était sa propre forme de force. Henry Delacroix a témoigné. James Whitfield a témoigné. Ruth Mallister a témoigné d'une manière qui suggérait qu'elle avait gardé certaines choses à dire pendant plusieurs années et était soulagée d'avoir enfin un lieu approprié. La famille Weaver a été envoyée une déposition écrite du Kansas que le Marshal Briggs avait obtenue la semaine précédente, que le juge Hale a lu à voix haute dans son intégralité et a posé sur son bureau avec une délibération particulière. L'avocat d'Ashby a plaidé des erreurs de transcription. Il a plaidé des termes mal mémorisés. Il a plaidé que la différence de brillance de l'encre était une fonction de la variation d'humidité, ce qui a provoqué un bref silence dans la salle d'audience, de la qualité particulière qui vient quand une explication est si manifestement inadéquate que personne ne peut tout à fait décider s'il faut y répondre ou simplement la laisser dans son propre embarras. Le juge Hale n'a pas délibéré pendant la nuit. Il a rendu sa décision depuis le banc avant la fin de la session de l'après-midi. Modification de contrat frauduleuse sur 11 prêts sur 8 ans. Licence révoquée. Renvoi criminel au procureur général territorial. Tous les prêts annulés et les surfacturations à restituer avec intérêt. Le quartier est de la propriété Delacroix, vendu sous contrainte frauduleuse, à restituer à Henri Delacroix dans les 30 jours. Le shérif adjoint Warren Stokes à suspendre en attendant l'examen de sa conduite dans toutes les plaintes connexes. Cornelius Ashby est resté très immobile pendant que Hale lisait la décision. Son avocate a pris des notes. Ashby lui-même n'a pas bougé, n'a pas changé d'expression, n'a regardé personne dans la pièce, sauf une fois brièvement Eleanor, avec le regard plat et évaluateur d'un homme archivant des informations qu'il avait l'intention d'utiliser plus tard. Et Eleanor a rencontré ses yeux sans bouger et les a tenus jusqu'à ce qu'il détourne le regard, ce qu'il a fait après exactement 4 secondes. Puis ce fut fini. Dehors, sur les marches du palais de justice, Henri Delacroix est resté debout et n'a rien dit pendant un long moment. Ruth se tenait à côté de lui, la main sur son bras. James Whitfield a serré les mains d'Eleanor si fort que cela aurait fait mal si ses mains n'avaient pas été colleuses au point de ne plus être facilement blessées. Les autres se sont rassemblés dans la lumière hivernale, parlant entre eux, avec l'animation particulière de personnes qui avaient retenu quelque chose pendant longtemps et avaient reçu la permission de le laisser enfin tomber. Caleb se tenait à côté d'Eleanor, en marge de tout cela. Ce n'était pas un homme qui se tenait au milieu des rassemblements. Il se tenait en marge et observait, et c'est là qu'Eleanor se tenait aussi, ce qui, elle en était venue à le comprendre, n'était pas une coïncidence. Bon. Le quartier est, dit-il. 30 jours, dit-elle. Il a regardé Henri qui était toujours debout sur les marches, ne parlant pas, juste debout. Il va y aller le jour où il récupérera le titre, dit Caleb. Se tenir dans ce champ est. Je sais. Il va y rester longtemps. Oui, il est resté silencieux un moment. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, qu'un homme puisse se tenir sur la terre de son père. Elle l'a regardé. Il observait Henri et son visage avait la qualité qu'il avait parfois quand il pensait à ses propres parents. Pas du deuil, exactement. Plus maintenant. Plutôt la reconnaissance stable et silencieuse d'une dette qui ne pouvait être remboursée, mais qui pouvait être honorée. Elle lui a pris le bras. Pas un grand geste, tranquillement. La façon dont les choses se faisaient entre eux, sans annonce, sans cérémonie. Juste eux deux, debout en marge d'une foule dans la lumière hivernale, sur les marches d'un palais de justice où quelque chose qui était mal depuis 8 ans venait d'être redressé. Il a posé sa main sur la sienne. Calus contre calus, peau rugueuse contre peau rugueuse. Ils sont rentrés dans la longue lumière tardive. La même lumière que toujours, dorée et basse, se posant sur la terre gelée comme quelque chose qui avait l'intention de rester. Et Eleanor était assise à côté de Caleb sur le banc, avec la mallette de registre vide sur ses genoux, et laissait les miles du Wyoming défiler, et ne pensait pas une seule fois à Philadelphie.
Quand le ranch est apparu à la vue sur la dernière crête, la maison, la grange, le contour jalonné de la plus grande maison qu'ils allaient construire, elle a ressenti la même chose qu'elle avait ressenti en le regardant depuis le chariot de Ruth ce premier après-midi, avant de comprendre ce que cela signifiait. La chose pour laquelle elle n'avait pas de mots alors, elle en avait un maintenant. Elle était chez elle. Le nouveau toit a été posé en mars, quand le sol s'est assez ramolli pour travailler. Caleb l'a construit de ses propres mains, avec l'aide de 7 voisins qui sont arrivés à l'aube un samedi sans qu'on le leur demande. De la même manière que les bonnes gens dans un pays difficile étaient toujours arrivés les unes pour les autres. Pas parce qu'on leur devait quelque chose, pas parce qu'ils attendaient quelque chose en retour, mais parce que quand un homme qui avait affronté seul chaque tempête de sa vie avait enfin quelqu'un à ses côtés, la vallée le savait. Et la vallée a répondu présent. Eleanor se tenait sur le porche et les regardait travailler. Et pour la première fois depuis qu'elle était descendue de la diligence à Red Bluff, avec de la boue sur les talons, de l'encre sur les mains et plus rien à prouver à personne, elle a pensé que ce qu'elle avait construit ici, pas seulement le dossier, pas seulement le compte-rendu, pas seulement le fichier qui avait amené Cornelius Ashby au sol d'une salle d'audience, était quelque chose qui tiendrait contre tout ce qui viendrait ensuite. Une femme qui savait lire ce que les autres manquaient était venue dans l'Ouest pour tout recommencer. Elle n'avait pas simplement tout recommencé.